T'as une critique qui vient et qui dit ce mec-là, ça fera pas long feu, tu vois, c'est vraiment faible artistiquement. T'as 20 ans et c'est un journal national que tout le monde lit. Ça t'impacte. Moi, je suis un ultra sensible en plus, donc c'est-à-dire que les mots des gens ont une importance pour moi. On t'apprend ni à être exposé, ni à être connu, ni le regard des autres, ni la critique, ni la méchanceté, ni la jalousie. On t'apprend pas ces choses-là. Chacun va la gérer comme il l'entend et comme il le peut. Moi, c'est un truc qui m'inspire chez toi. Comment t'as fait pour te réinventer? Au moment où je prends la décision d'arrêter Soda, on cartonne. Le producteur m'en veut terriblement. J'aurais pu devenir le mec de la série Soda. Hein. Point. Kev Adams. Kev Adams. Kev Adams. Kev Adams. Putain, t'avais 20 ans. Et t'étais à l'Olympia. Depuis que je suis tout petit, il y a des gens de ce métier qui me disent « c'est pas pour toi ». Quand j'avais 15-16 ans, il y a des directeurs de casting qui me disent « vous n'avez pas un visage de cinéma. Le cinéma grossit. Vous êtes déjà plutôt large. Votre visage au cinéma va être extrêmement désagréable à l'œil. » Il y a constamment des éléments qui me rappellent « mec, t'es pas le bienvenu ici. Hein. » Les 3 premières années de ma carrière, l'intégralité de la presse disait « c'est un boys band de l'humour ». Et les boys bands, par essence, ils brillent quelques années et ils disparaissent. T'avais peur de ça? Ça m'est arrivé de parler avec un journaliste qui me dit c'est vachement bien ce que vous faites et que je lui dis il y a 4 ans vous avez écrit cet article absolument horrible sur moi. Vous le savez, ma boîte elle est endettée de plus de 2 millions d'euros. On vit l'enfer. Je me rappelle que je faisais des réactions physiques. Je faisais genre de l'eczéma, truc que j'ai jamais fait de ma life. Je me réveillais, j'avais des taches sur le corps quoi. Ça a été un choc pour moi. C'est le genre de moments qui ont fait de moi un adulte très jeune. C'est très agréable ton podcast parce que j'ai un peu l'impression d'avoir fait une séance de psy. Ah là là, c'était paradoxal. Excellent, on est sur Paradoxe. Ça va, Kev? Pas trop crevé? Je suis épuisé. Donne le contexte un petit peu là dans lequel t'es à ce moment. Ok, on y va sur un contexte. Ouais, vas-y, donne le contexte. Écoute, je suis en ce moment en promotion du film Maison de retraite 2, qui est un film qui me tient très très à cœur. Et donc j'ai fait une tournée dans 195 cinémas différents, avec parfois des salles doublées ou triplées dans les cinémas. C'est une tournée qui a duré 2 mois et demi, au milieu de laquelle je me suis pété dedans. J'ai été opéré de l'appendicite. Ça a été une espèce de combat de dingue. Et là, je viens de rentrer pour faire la promotion télé, radio, etc. de ce film à Paris. Et je ressens que je suis dans un état de fatigue profond. Et comment tu fais justement pour gérer au mieux ton énergie dans des moments comme ça? J'essaie de dormir. Je viens de faire une nuit de 10 heures, tu vois. Mais je sens que mon corps... T'arrives à dormir quand même? Ouais, bien sûr. Mais je sens que mon corps, il est dans un truc mais on a besoin de plus que juste une nuit de 10 heures, quoi, tu vois. Il faut vraiment te ménager. J'aime bien ce mot, te ménager. Mais t'es quel genre de personne du coup? T'es du genre à faire attention à te coucher à une heure fixe? Tu peux te coucher à 3 heures du matin? Si on regarde une semaine là comme ça se passe... J'ai vraiment pas une bonne hygiène de vie. Okay. C'est un vrai problème. J'ai pas d'heure fixe à laquelle je me couche. Je gère très mal le sommeil. Et puis je suis un espèce de gars qui a tout le temps besoin de se dire qu'est-ce qu'on fait après. Donc je sais pas rentrer chez moi à 21h30 et dire bah t'es fatigué, dors. C'est pas très grave. Quand tu dis qu'est-ce qu'on fait après, c'est après, juste après ou le projet d'après? Juste après. Qu'est-ce qu'on fait après? Et le projet d'après aussi d'ailleurs. Tu vois? Il faut constamment que je sois dans un truc de qu'est-ce qu'on fait après. Je peux aller faire un super dîner avec des potes et je vais leur dire après on se retrouve sur je sais pas Fortnite ou sur Call of, tu vois, sur la Play. Ok. Et pendant que je suis en train de jouer à Fortnite, je me dis bon après je vais me mater la petite série Canal, là ça va être bien. Tu vois? Il y a une espèce de truc de constamment je me dis bon moi je l'explique d'une manière assez simple qui est je veux genre vivre chaque seconde de cette vie à 260% et faire tout dans une journée. J'ai déjà expliqué d'ailleurs plusieurs fois, pour moi c'est chaque journée mérite de faire le tour de la vie, c'est-à-dire être heureux, être déçu, tu vois, pleurer de rire, pleurer de peine, tomber amoureux, être trompé. Moi si je peux vivre tout ça dans une seule et même journée. C'est épuisant quand même, 10 ans tu comme vois ça. Ouais, c'est très 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 fatigant, mais c'est génial. J'aime me dire que chaque journée valait le coup de dingue, quoi, tu vois. Qu'il se passe des trucs de dingue à chaque fois, quoi. Mais du coup, t'as pas des moments où tu as un crash d'énergie? Parce que quand t'es en mode adrénaline, parce que là, c'est ça, en gros, tu vas chercher l'adrénaline, tu vas chercher constamment. Tu vas chercher vraiment être dans le mouvement, dans l'énergie. Du coup, en tout cas, moi, par exemple, je sais que je vais avoir tendance à être comme ça, à vouloir tout le temps avancer, travailler un autre projet, un autre truc. Mais du coup, si je fais pas attention, je vais tomber malade, avoir un rhume, je vais pas me sentir bien. T'as ça ou pas? Des moments où ça crache? Ça m'arrive parfois, mais rarement, franchement, rarement. C'est souvent des petites conneries de santé. Genre, je veux pas tomber malade, mais il va m'arriver, j'en sais rien, une connerie. Genre à l'appendicite, tu vois. Je sens que c'est mon corps qui m'envoie des signaux de mec, c'est too much, quoi. C'est too much. Tu vois bien que c'est too much.
T'as l'impression d'avoir progressé dans les 10 dernières années sur ça ou pas? Je sais pas. Le problème, c'est que je suis trop habitué à ça. Je suis trop là-dedans depuis trop longtemps, tu vois. J'ai commencé à avoir cette vie-là très jeune. J'ai commencé à faire tourner, plus tournage, plus spectacle, plus tournage, plus rebelote, plus... tu dors 3 heures par nuit pendant... Tu vois, j'avais 20 ans quand j'avais ce rythme déjà. Sauf que tu récupères quand même mieux. Beaucoup là. mieux. Ah, tu le sens la différence là? Bah, ça se sent par des détails. Quand j'avais 20 ans, entre le spectacle et le tournage du lendemain, je dormais dans la voiture 4 heures, je me réveillais de ces 4 heures de sommeil, j'étais au top, quoi, tu vois. Maintenant, j'ai 32 ans, quand je dors dans la voiture, je sors et je fais « Ah, j'ai mal au dos, j'ai dormi dans la voiture », tu vois. Ouais, t'es Je défoncé. sens que c'est pas le même sommeil. Juste avant de revenir à l'interview, j'aimerais te présenter rapidement le but de cette chaîne. À Paradox, on adore le dev perso et en même temps quelque part on le déteste. En tout cas c'est code. Qu'on soit d'accord, on est certain que des petits changements peuvent changer totalement ta trajectoire de vie. Mais je sais pas toi, nous on en a marre qu'on prenne les gens pour des débiles avec des clichés, des solutions miracles, des contenus qui sont sans nuance ou encore qui t'expliquent qu'il y a qu'une bonne manière de vivre et réussir sa vie. On n'est pas des clones, notre vie elle est complexe, l'humain il est complexe, et c'est pour ça que sur Paradox sans filtre, l'intention en tout cas, c'est de s'approcher au plus près de la vraie vie. L'idée c'est que tu t'assoies avec nous pour passer un bon moment avec des gens au parcours hors du commun, souvent inaccessibles, et on découvre ensemble les coulisses de leur vie. On rentre dans leur tête et on fait ressortir les paradoxes qui ont changé leur vie. L'idée c'est de t'apporter un max de valeur. Sur Paradox sans fil, tu vas retrouver des formats longs et bruts, le genre qui fait plaisir quand on est à la salle de sport, dans les transports ou simplement quand on a envie de se détendre mais en même temps continuer de nourrir son esprit. Avec toujours une même quête, continuellement chercher à te donner ce qui marche. Si c'est le genre de contenu qui te fait kiffer, je t'invite à t'abonner et cliquer sur la petite cloche. Sache que ça compte énormément pour nous car c'est grâce à ça qu'on peut vous trouver des invités que vous allez adorer et qui sont souvent durs d'accès. En tout cas, si tu t'abonnes, sache que je suis vraiment reconnaissant et que tu vas recevoir du contenu qui déchire. C'est une promesse. C'est quoi les événements marquants de ton histoire, ton passé, que j'ai besoin de connaître pour arriver à comprendre Kev? Écoute, c'est une bonne question. Je sais pas, il y a plein d'éléments, je pense, qui m'ont façonné. Je crois que j'ai toujours été obsédé par la volonté de faire ce métier, tu vois, une espèce d'obsession. Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été à dire à mes potes ou à ma famille, je vais faire ce métier, je vais être comédien, je vais faire de la scène, je vais faire des films. Ouais, presque comme une rengaine, comme une obsession, quoi, tu vois, vraiment. C'est-à-dire de penser qu'à ça tout le temps et d'y dédier une grande partie de ta vie. Je pense qu'aujourd'hui, si je devais résumer ce que je suis, c'est sûr que ce métier fait vraiment partie de moi parce que c'est mon taf, je gagne ma vie avec ça, mais c'est aussi mon hobby préféré, c'est aussi ma passion. Très compliqué à comprendre pour les gens, ça, tu vois. Quand je suis en off, 3 jours et que je vais en week-end avec des potes, Ça je vais continue. suivre les entrées du box-office, je vais regarder quels spectacles sont en tournée en ce moment. Ouais, c'est ta vie, c'est toi. Ouais, j'adore ça. Et je m'y force pas, hein. C'est pas un truc où je me dis attention, te déconnecte pas trop avec ce métier. J'adore ça, vraiment. Et j'adorais déjà ça très jeune. Donc il n'y a pas des gens qui te disent faudrait que tu fasses un break et toi tu te dis je Il y a comprends. énormément de gens qui me disent faudrait que tu fasses un break. Énormément. Et toi tu te dis quoi? Que ça me rendrait malheureux. Ouais. Tu sais, il y a cette espèce de truc un peu systématique. Quand t'es un artiste et que tu travailles beaucoup, tout le monde te dit mais attends, prends du recul. Fais 1 an de rien. Mais faire 1 an de rien, moi je vais me faire chier. Moi déjà, je fais 5 jours de rien, je me fais chier, mais grave. Donc je peux pas faire 1 an de rien. Mais j'essaye d'écouter les conseils petit à petit, de lever le pied petit à petit. Là, j'ai pris la décision d'arrêter un peu les spectacles, tu vois. Ok. Sauf que ça défonce les spectacles. Hein. Ouais. Après, ça te donne aussi une pêche, une patate, une adrénaline que tu retrouves nulle part ailleurs. Oui, forcément. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie. Donc là, j'ai pris la décision, tu vois, de stopper un peu les spectacles et de me concentrer sur des projets plus ciné, télé et tout. Le temps d'un instant, le temps le temps que ça me manque, en fait, tu vois. Et donc du coup, c'est très vieux ce truc-là. À partir de quel âge t'as l'impression d'avoir eu une forme d'évidence? Le déclic. Le déclic, j'ai envie. Très jeune, très jeune. Mais ça s'est passé comment? T'as vu un film, t'as vu quelqu'un? Ouais, je crois que ça s'est fait déjà petit à petit. Et puis, il y a des moments marquants, bien sûr. Quand la première fois que je vais au cinéma, c'est pour aller voir le film Titanic, tu vois. Donc, forcément, je prends une claque dans la tronche. J'étais au Grand Rex à Paris, qui est le plus grand cinéma d'Europe. Et j'ai été fasciné par ce que j'ai vécu dans cette salle, c'est sûr. Peut-être qu'avant, j'avais déjà été au cinéma, mais j'ai pas un souvenir précis. Donc là, tu te dis, j'ai envie un jour d'être comédien. Ouais. Mais ça représente quoi pour toi? À la base, mon envie à moi d'ailleurs, c'est d'être comédien, c'est juste de faire du cinéma, c'est tout. Sauf qu'aux alentours de 8, 9, 10 ans, je vais commencer à être passionné par ceux qui font du stand-up. Des gens comme Eli Kakou, comme Gad Elmaleh, comme Michel Courtemanche. Il y a des gens comme ça que je regarde en cassette, en DVD. Je suis assez vieux pour dire cassette. Et je suis fasciné par ces gens qui sont seuls sur scène et qui arrivent à tenir l'énergie, la salle, pendant 1h30, 2 heures, avec des blagues, avec des histoires qu'ils ont écrites eux-mêmes.
Le côté un mec seul sur scène qui captive l'attention, qui capte l'attention de 1000, 1500, 2000 personnes pendant 1h30 ou 2 heures, ça me fascine. Je me dis, c'est dingue. Mais t'as l'impression, parce que tu vois, c'était Isabelle Nanty, elle me disait, j'ai marqué cette phrase, et ça m'intéresse d'avoir ta vision, elle me disait, les comédiens, on a tous voulu soulager quelque chose chez nos parents. Toi, t'en penses quoi? Ça te parle, cette phrase, ou pas? Je crois pas, moi. Ok. J'ai voulu soulager quelque chose chez moi. Ok. Et donc, c'est quoi, un manque d'attention? Un manque d'attention, un besoin d'amour. Très tôt à l'école, j'étais un peu bouboule. J'ai toujours été un peu bouboule, tu vois. J'ai toujours été un petit peu en surpoids. On se moquait de toi? Et on se moquait de moi, ouais, beaucoup. J'ai jamais été le mec beau gosse de l'école. Il y a toujours un beau gosse au lycée. Il y a toujours un mec chum. Il y a toujours celui qui a les lunettes, c'est le binocle là. Il y a toujours celui qui est un peu en surpoids. Il reste le drôle après. Ouais, mais j'étais pas ce mec-là. Ok, wow. J'ai jamais été ce mec-là. Moi, j'ai toujours été ce mec un peu verre d'eau, quoi. C'est-à-dire? Bah, ni goût, ni odeur. C'est un verre d'eau, quoi. On Ouais, s'en fout. Il est là, mais quoi. il est pas là, tu vois. Ouais. Il est là sans être là. Hmm. Et je crois que j'ai toujours voulu sortir de ce truc-là. J'ai toujours voulu être autre chose. J'ai toujours voulu montrer que je valais autre chose que ce mec qui passe totalement inaperçu. C'est quel âge ça? Bah, toutes mes années collège, lycée, on va dire. Ok, en collège, lycée, t'es pas quelqu'un d'extrêmement Je extraverti? pense que quand t'es à l'école primaire, tu te poses pas encore ces questions-là. Ouais. De quelle est ta place en société, qui tu représentes. Je pense que tu te poses pas ces questions-là. Mais c'est quand tu rentres au collège et après au lycée que tu commences à comprendre qu'il y a différents archétypes, qu'il y a différents rôles finalement, comme dans un film. Et qu'il y a une hiérarchie aussi? Et qu'il y a une hiérarchie, bien sûr. Et Ok. que les gens qui font partie de ça ou ça, ils sont invités aux soirées, on parle d'eux dans la cour de récré, il y a un côté stylé, puis il y a les autres dont on parle plus mal, etc. Puis il y a les personnalités, et malheureusement c'est la grande majorité, il y a Ouais. des personnalités qui sont Verre d'eau. verre d'eau. Ouais. Ils sont là, ils sont pas là, tu t'en rends même pas compte. C'est le genre de gars qu'il est absent à l'école, il y a personne qui dit il est absent. Hmm. Tu te rends même pas compte. Moi, j'ai été longtemps ce mec-là. Franchement. Longtemps, j'allais dans les soirées. J'envoyais, parce que c'est ce qu'on faisait quand on était petit au collège, j'envoyais une amie dire à une autre amie, tu peux lui dire que je suis amoureux d'elle. Et elle allait voir et elle disait, je crois que Kev est amoureux de toi. Et souvent, la réponse, c'était, c'est qui Kev? Ah ouais, c'est chaud. Tu comprends ce que je veux dire? Mm. Mais je sais pas si c'est chaud. En tout cas, moi, ça a été une de mes motivations premières. Non, mais quand je dis c'est chaud, c'est dur dans le sens, quand t'as 14 ans et que tu vis ça, c'est dur. Ouais. Et ça te donne un trauma qui va devenir une motivation Ton supplémentaire. fuel, ouais. Ouais. Non, moi je comprends de ouf, hein, j'étais très complexé, mal dans ma peau. Je me comparais toujours au mec le plus drôle de la classe, qui avait l'attention. Et clairement, je sais que je suis allé chercher, créer des choses sur les réseaux, apprendre à mieux communiquer, apprendre à être plus à l'aise en compensation du fait de me sentir invisible et insignifiant, quoi. En fait, c'est tellement dur et tellement violent de t'exposer au monde. Parce que c'est ça qu'on fait. Tu le fais toi aussi, moi je le fais d'une autre manière, mais ça s'appelle s'exposer au monde. Tu proposes une œuvre, toi c'est un podcast et peut-être plein d'autres choses. Moi c'est parfois des sketchs, parfois des films, parfois des séries. C'est s'exposer. C'est dire, j'ai réfléchi à ça, à ce concept. Je l'ai écrit, je l'ai travaillé, ça m'a pris du temps. Et aujourd'hui, je le donne aux gens. Je le jette presque aux gens en pâture et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent le maltraiter, en dire du bien, en dire du mal. Ils peuvent le commenter, le surcommenter, faire le commentaire du commentaire. Ils peuvent faire ça. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, quand tu as, entre guillemets, le courage de t'exposer, c'est que la motivation derrière, elle doit être vraiment, vraiment Forte. ouais, élevée, parce que c'est très dur de s'exposer aux autres. C'est très dur de s'exposer au regard des autres. Surtout à notre époque. Tu t'exposes pas à 14 gars qui vont écouter la radio, tu vois. Tu t'exposes à la terre pendant des années. Ce que tu vas poster, ce que tu vas uploader va rester longtemps. Et donc, va s'exposer au jugement de plein de gens différents. Et donc, je crois qu'il faut une motivation très forte. Et moi, la motivation très forte, elle a été d'abord d'exister, un besoin d'amour, comme beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes cherchent ça. Tu vois, il y a un côté, aimez-moi, quoi. Aimez-moi. Et là, tu vois, quand on te voit, on voit ce côté, là, on voit une personne qui est, entre guillemets, à l'aise à s'exprimer, à se mettre en public, à challenger, à sortir des œuvres. Ça se passe comment entre le mode verre d'eau et le mode t'oses te confronter? En fait, le mode verre d'eau n'empêche pas que tu peux être un créatif. Moi, j'étais un verre d'eau à l'école, mais j'écrivais déjà des courts-métrages dans ma chambre. Ok. J'empruntais déjà le caméscope de mon grand-père pour tourner. Mais je parle de, pas le créatif, le côté t'exposer. Entre verre d'eau et t'exposer. Bah, moi, en fait, c'est fait en 2 étapes. Je fais plein de castings, énormément de castings pour choper un truc, une série télé, un film, quelque chose pour exister au cinéma. Je me rends bien compte qu'il n'y a aucun casting qui me rappelle, mais quand je te dis aucun, c'est vraiment aucun. Et donc, à un moment donné, je me dis, c'est quoi l'autre truc que je trouve fascinant et fantastique dans la vie? C'est les mecs qui montent seuls sur scène. Donc, à partir de l'âge de 16-17 ans, je vais commencer à écrire des petits sketchs que je vais
jouer dans mon salon, en première partie d'un concert de hard rock de potes qui ont un groupe de hard rock au lycée, à la fête ou à l'anniversaire d'un pote. Tu vois, je commence à faire des petits sketchs comme ça à droite à gauche pour tenter de faire exister mon univers. Évidemment, c'est catastrophique. Évidemment, on me voit comme un malade mental. Vraiment, c'est genre le gars, il te dit on pousse les chaises et les tables, je vais vous faire un sketch. Avec parfois des moments où le sketch, il est long. Il est vraiment long, quoi, tu vois. Et toi, ça t'arrête pas? Non, parce qu'à ce moment-là, je me dis, je ne vais pas réussir à exister à travers les castings. Donc, il faut que j'arrive à trouver une personnalité sur scène qui va me faire exister autrement et qui va m'ouvrir les portes de ce métier. Parce que ce métier, il fait peur. Il me faisait peur à moi, il faisait peur à ma famille, beaucoup. Dès que je disais je veux devenir acteur ou comédien, moi, j'ai entendu toute mon enfance, c'est pas un métier. C'est pas un métier. Ouais, il faut un truc concret, quoi. Il faut comprendre un peu la typologie familiale. Je viens d'une mère qui est donc la fille d'immigrés tunisiens, d'un père qui est le fils d'immigrés algériens. Donc mes grands-parents des deux côtés sont nés au Maghreb, dans des vies où ils étaient plutôt à l'aise là-bas. Et du jour au lendemain, ils sont arrivés en France dans les années 60 et ils ont dû recommencer une vie à zéro. Recommencer une vie à zéro veut dire trouver des jobs pour nourrir la famille, du job concret, du vrai job, tu comprends ? C'est pas un délire de je vais faire un casting, mais peut-être un jour je vais gagner ma vie avec ça. C'est un délire de qu'est-ce que tu vas faire avec tes mains ou avec ta tête qui va nourrir ta famille à la fin du mois. Parce que il y a une espèce de trauma. Quand tu arrives dans un pays du jour au lendemain et que tu dois nourrir ta famille, tes gosses, etc., crois-moi, tu vas à l'essentiel. Tu vas au vrai, au solide, au dur. Et ça, tu le comprends à l'époque déjà ? Bien sûr, bien sûr. Donc t'es pas en colère contre eux quand ils te disent c'est pas un métier ? Absolument pas, je les comprends complètement. Je les comprends complètement, ils sont faits de leur éducation. Mais tu te dis en gros, c'est leur modèle du monde, je vais quand même continuer. Bien sûr. Ok. C'est pas ça, c'est que moi très jeune, je dis à ma mère, je me rappelle, je lui dis de toute façon, c'est soit je fais ce métier, soit je vais mourir. Je vais en mourir. Parce qu'il y a rien d'autre que je peux faire que ça. C'est comme ça. À un moment donné, tu le sens, tu l'as en toi. Tu sens que c'est ça ou rien, quoi. C'est ça ou je vais être malheureux toute ma vie. Et être malheureux toute sa vie, est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois ? Et c'est ça qui fait que malgré le fait que tu fasses des castings, ça foire, tu t'organises des petits stand-up qui marchent pas. C'est ce truc de, en fait, je ne vois rien d'autre que ça qui peut me plaire, qui fait que tu continues malgré le... De toute façon, c'est un métier qui est tellement dur, où il y a tellement peu d'élus, que ceux qui vont le faire demain sont ceux qui n'ont pas d'autre choix. J'en suis sûr de ça. J'ai eu des discussions comme ça avec Franck Dubosc, avec Gad, avec Jamel. Quand ils te parlent, tu sens que les mecs, ils te disent j'avais pas d'autre choix. C'est ça ou rien. Parce que dans ta tête, si tu commences à te dire je tente ça, mais on sait jamais, au pire, j'ai quand même ça, crois-moi, tu finiras au pire. C'est sûr et certain. Parce que c'est un métier qui est trop dur, qui est trop violent. C'est pas juste violent au début, c'est violent constamment. Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier. C'est quoi qui est violent ? C'est tout, c'est le travail, le flou artistique, la proposition constante, se réinventer constamment, faire attention à soi, être jugé tout le temps, non-stop, par des gens dont tu ne connais rien, ou par des gens que tu connais très bien. Mais aide-nous à se projeter dans ta vie. C'est quoi, par exemple, un jugement qui a été hardcore ? Il y en a eu tellement, mais quand tu travailles très longtemps sur un spectacle et que tu as une critique, je donne un exemple vraiment vague et flou, et c'est pas un truc précis, mais t'as une critique qui vient et qui dit ce mec-là, ça fera pas long feu, tu vois, c'est vraiment faible artistiquement. Genre t'as 20 ans et t'as 20 ans et c'est un journal national que tout le monde lit. Ça t'impacte. Moi, je suis un ultra sensible en plus, donc c'est-à-dire que les mots des gens ont une importance pour moi. C'est pas juste ouais, il a dit ça, mais tu t'en fous. Ouais, t'as une blessure et là, on vient de rentrer dedans. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on me dit mais tu t'en fous. Mais je m'en fous pas. Moi, je m'en fous pas. Tu vois ? Il y a ce journaliste qui a détruit ton film, tu t'en fous. Je m'en fous pas. Il y a ce mec sur Twitter qui a lancé une polémique sur toi, machin, mais tu t'en fous. Je m'en fous pas. Il y a cette meuf qui a dit de toi que t'étais nul et que t'étais horrible et ça a été repris partout. Mais bon, tu t'en fous. Mais non, toi, tu t'en fous. Moi, je m'en fous pas, moi. Et c'est un métier où il faut apprendre à s'en foutre et il faut apprendre à avancer. Parce que des coups, tu vas en prendre non-stop. Mais moi, je l'ai appris en le faisant. Il faut savoir une chose, c'est que c'est un taf où il n'y a pas de cours. Tu comprends ? Oui, il n'y a pas un diplôme, c'est ça que tu veux dire ? Il n'y a pas un diplôme, il n'y a pas une formation. Alors oui, tu peux prendre des cours de théâtre, bien sûr. Ça va t'aider à te perfectionner. Mais on t'apprend ni à être exposé, ni à être connu, ni le regard des autres, ni la critique, ni la méchanceté, ni la jalousie. On t'apprend pas ces choses-là. Chacun va la gérer comme il l'entend et comme il le peut. Et moi, j'ai commencé ce métier hyper jeune. Donc j'ai grandi avec ce truc-là. Il faut comprendre que de mes 7 à mes 17 ans, je rêve de faire ce métier avec une espèce de truc impossible
Pour donner un exemple, j'étais tellement obsédé par ce métier que j'allais à toutes les avant-premières avec les acteurs et j'attendais à la fin, parfois des heures, juste pour faire une photo et donner un petit CV ripou. Il fallait la voir, la gueule du CV. De genre, qu'est-ce que t'as fait à 17 ans ? Bah, gars, j'ai été au lycée, au collège, et j'ai tourné un court-métrage dans ma chambre il y a 2 ans. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et t'espérais quoi ? Qu'on m'appelle, qu'on voit en moi cette volonté de dingue, tu vois, qui, évidemment, quelque chose qui n'est jamais arrivé. Mais j'étais obsédé par ça, par ce monde. J'allais à toutes les rencontres Fnac des artistes. Dès qu'il y avait un artiste qui faisait une rencontre Fnac, dans n'importe quelle Fnac, j'y allais. J'étais ce mec chelou qui est au premier rang. Ça m'est arrivé que des acteurs disent « Mais je te connais, toi, je t'ai déjà vu à la sortie du théâtre de la Madeleine. » Et j'étais en mode « Ouais, c'est moi. » Tu vois, ce genre de gars, quoi. Je l'ai été pendant 10 ans. Et avec du recul, est-ce qu'il y a des fois où ça a même pris du temps, mais ça a fini par déclencher une petite chose, une petite opportunité ? Jamais. 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 S'il y a bien un conseil que je donne aux jeunes comédiens... Va aller à la Fnac. Non, mais vas-y, si ça te fait plaisir. Moi, ça me faisait plaisir d'y aller, donc je regrette pas une seconde, mais on ne fait pas ce métier grâce aux autres. C'est pas vrai. On ne fait pas ce métier grâce aux autres. Le côté j'attends que ce casting me rappelle, c'est quand même ce que j'entends de tous les comédiens. Hein. J'attends d'avoir ce casting, j'attends que ce mec-là me rappelle pour son film, j'attends de rencontrer ce réalisateur qui doit me voir pour faire des essais, j'attends qu'on me rappelle pour rentrer dans cette agence, j'attends. Tu peux attendre toute ta vie dans ce métier. Donc si c'est pas j'attends, c'est quoi ? Je bouge mon cul ? J'agis. Moi, je fais mes trucs, au bout d'un moment, je me dis, il faut faire tes trucs. Et c'est le moment où ma vie change. C'est le moment où je dis, je n'attendrai plus. Je refuse d'attendre une fois de plus près de mon téléphone qu'on me dise, ce casting, tu ne l'as pas obtenu ou tu l'as obtenu. Je refuse. Je n'attendrai plus à côté de ce téléphone. J'ai trop souffert, trop attendu. Donc tu vas organiser tes spectacles, Ouais. Tu vas tout faire tout seul, quoi. Ouais. La première fois que je fais un spectacle, je me rappelle très bien, donc c'était ce concert de Hard Rock, c'était dans une cave, boulevard Bonne Nouvelle à Paris. Donc j'ai 2 potes qui sont avec moi au lycée, qui ont un groupe de Hard Rock. C'est très violent, je sais pas si vous voyez le Hard Rock, c'est du Hard Rock en mode... Avec les Tu vois, cheveux. ouais, les cheveux, le truc, les mecs qui font comme ça, le maquillage noir et tout ça, c'est très très violent. Et il me dit, si tu veux faire la première partie, et je dis, mais grave. Aïe, aïe, aïe. Faut comprendre qu'à ce moment-là, moi, le maximum où j'ai joué, c'est genre dans mon salon devant mes potes. Donc là, il y a un vrai public et tout, donc je m'expose, je m'habille, je m'en rappelle, je m'habille exactement comme Gad Elmaleh dans son DVD. Pull noir. Ouais, dans son DVD L'autre c'est moi. Donc t-shirt noir, manche longue, pantalon noir. Et j'y vais. Et c'est une catastrophe. C'est une horreur. Mais tu t'en rends compte sur ça ? Mais bien sûr, c'est-à-dire que je fais des blagues et je vois bien qu'il y a des gens en face de moi qui sont en mode quelle horreur. Mais là, à l'intérieur, c'est comment ? T'as chaud ? C'est quoi ? Écoute, c'est là que ça devient très étrange, c'est que je vis un moment de gênance, bien sûr, pendant 15-20 minutes. Mais déjà, je lâche rien, je fais mon sketch en entier. Et quand je sors, les premiers mots que je dis, c'est « c'était exceptionnel ». Et j'étais avec mon meilleur ami, Ben, qui est toujours mon meilleur ami aujourd'hui, et il me dit « mais t'es sérieux ?» Il me dit « comment ça, c'était exceptionnel ?» Je lui dis « mec, c'était exceptionnel. J'ai adoré ce moment-là. » Et je me rappelle que mon meilleur pote m'a dit « mais mec, si t'adores ça, mais en fait, tout ce qui va arriver peut être que mieux. » Parce que c'était horrible. Moi, j'ai vécu un moment horrible. Il dit « moi, j'avais envie de te sauver, quoi. » C'était horrible. Et je pense qu'avec du recul, si j'ai dit c'était exceptionnel, c'est parce que j'étais fier de moi du côté j'ai été au bout. Tu vois, ils m'arrêteront pas, ces mecs-là. Et d'ailleurs, ça a été le leitmotiv de tout le reste de ma carrière. Ils m'arrêteront pas. J'ai pas été choisi par ce métier. Il y a des gens qui ont été choisis par ce métier. Il y a des gens que des directeurs de casting ont vu depuis qu'ils sont enfants, ont présenté à d'autres directeurs de casting, qui les ont présentés à des réalisateurs, qui les ont présentés à d'autres directeurs de casting, qui ont baigné dans ce métier. Il y a des gens qui ont fait des formations au cours Florent ou dans d'autres écoles de théâtre extrêmement prestigieuses ou à la Comédie Française. Ces gens-là baignent dans ce métier, sont des enfants du métier. Je sais pas comment t'expliquer. Si, je comprends très bien. Moi, je suis un putain de pirate. Faut entendre ça. Ouais. C'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, il y a des gens de ce métier qui me disent « c'est pas pour toi ». C'est mort, ouais. C'est pas pour toi. Très jeune, quand j'avais 15-16 ans, il y a des directeurs de casting qui me disent « vous n'avez pas un visage de cinéma. Vraiment pas. Vous êtes large, émacié, C'est horrible. joufflu. Vous n'avez pas un visage de cinéma. Le cinéma grossit. Vous êtes déjà plutôt large. Votre visage au cinéma va être extrêmement désagréable à l'œil. » J'ai entendu ça. J'avais 15 piges. Tu comprends ce que je veux dire ? J'ai été recalé des cours Florent à l'âge de 16 ans et demi pour la classe libre avec des mecs qui m'ont dit « je pense que, encore une fois, vous n'avez pas les qualités nécessaires pour faire un film, pour assumer un film. Vous êtes trop fragile. » Et c'est marrant parce que cette sensation de pirate, de je suis tout seul dans mon bateau avec des vents contraires et il va falloir y aller mec parce que crois-moi que ça va être dur, il n'y a rien qui va glisser tranquille, je ne l'ai jamais perdu depuis 15 ans. Il y a constamment des éléments qui me rappellent
Mec, t'es pas le bienvenu ici. Hein. Faut comprendre ça comme ça. Je vais te donner une image. Le cinéma français est une espèce de grande soirée à Bastille. Ok ? On est à Bastille. On est bien habillé. On est bien, on est stylé. Il y a une grande soirée où il y a 150 personnes. Ils sont là. Dans ces 150 personnes, il y a des gens que tu connais, mais il y a des gens que tu connais pas aussi, qui œuvrent dans l'ombre. Des metteurs en scène, des directeurs de casting, des réalisateurs, des producteurs et des acteurs, évidemment. J'arrive dans cette soirée il y a 11 ans. On me dit, tu n'es pas le bienvenu. Mais c'est pas une image que je suis en train de te donner. C'est réel. On me dit, tu n'es pas le bienvenu. C'est pas toi qu'on veut dans cette soirée. Désolé. Ok ? Vous avez une invitation ? Non, j'ai pas d'invitation. Bah, vous ne pouvez pas rentrer. J'attends devant la porte et je trouve un trou dans ce putain d'appart. Alors je rentre par le trou. Puis je commence à discuter avec des gens. Puis ça se passe bien. Et puis, une demi-heure plus tard dans cette soirée, il y a un mec qui vient me voir et qui me dit, mais mec, t'as ton carton d'invitation, toi ? Et je dis non. Mais pourquoi tu me demandes mon carton d'invitation à moi ? Tu le demandes à personne d'autre ? Ouais, mais toi tu fais un peu trop de bruit et tout là. J'aime pas trop comment tu te comportes dans cette soirée. T'as un carton d'invitation ou pas ? Non. Ok, faut que tu sortes. Donc je sors. Sauf qu'en étant à l'intérieur, j'avais remarqué qu'il y avait une fenêtre qui était pas trop loin du trottoir, tu vois. Donc je sors, je rentre, je vais dans la rue, je monte par la fenêtre et je reviens dans cette putain de soirée. C'est comme ça non-stop depuis 15 ans. Non-stop. Donc bien sûr que c'est épuisant. Et en même temps, c'est tellement gratifiant. Mais tu kiffes ce côté Mais pirate. évidemment. Je pense que j'aurais été hyper malheureux d'être poussé, adulé par ce métier comme certains le sont. Ça m'aurait rendu malheureux. Parce que je pense que c'est ce que je suis profondément. Une espèce de mec qui a besoin d'être challengé constamment. Et je pense que ma créativité, les propositions que je fais, que ce soit de films ou de spectacles ou autres, viennent du fait que je sens que je suis pas le bienvenu. Mais si un jour, là, tu reçois un petit carton d'invitation, Kev Adams, vous êtes invité aux Oscars, et tu sens que t'es le bienvenu, qu'est-ce qu'il Je va... sais pas si je serais capable de... Tu vas dire, mais merde, attends, je suis plus un pirate. Ouais, je pense que ça me déstabiliserait de dingue. En vrai, hein, en vrai. Mais les gens s'en rendent pas spécialement compte parce que quand t'es exposé, dans la tête des gens, il y a un côté, non mais attends mec, de quoi tu te plains ? Enfin, c'est bon, tu fais tes films et tout ça, je crois qu'au contraire, t'es plutôt bien installé dans cette soirée. Il faut entendre une chose, c'est en ce moment, je fais la promotion d'un film qui s'appelle Maison de retraite 2. Je te parle pas d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans, je parle d'en ce moment. On est en 2024, je fais la promotion d'un film de Maison de retraite 2. Il y a une semaine, j'étais avec les attachés de presse du film qui m'ont dit, voilà les médias qui refusent de recevoir Kev Adams. J'ai dit, mais je comprends pas, je suis pas tout seul dans ce film. Il y a Jean Reno, il y a Chantal là-dessous, il y a plein de gens. Envoyez eux s'il y a un problème avec moi. Et ils me disent, voilà les médias qui refusent de te recevoir et les projets, et de défendre les projets dans lesquels t'es. Il y a un côté, parce que c'est ce mec-là, voilà les médias qui disent, ce n'est pas notre ligne édito, ce mec-là. On ne veut pas. Et c'est des médias mainstream. Hein. Oui. On va pas les citer ici, on va pas s'amuser, mais c'est des médias extrêmement connus. Tu leur dis, le film vous intéresse pas, l'actu vous intéresse pas, ils te disent non. Kev, c'est pas notre ligne édito. On n'aime pas ce mec-là. Toi, ça te fait quoi sur le coup ? Bon, aujourd'hui, j'avoue que ça me fait plus marrer qu'autre chose parce que ça dure depuis des années. Et à chaque film, on me dit non mais le prochain, tu vas voir, ça va s'ouvrir. Ça s'ouvre pas. Ok ? Mais donc là, avant, par le passé, parce que il y a un côté, putain, je sais pas comment dire, je suis pas à la hauteur. J'ai pas la carte, quoi. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai pas la carte. Mais ça te remet en question sur le coup par le passé dans qui tu es en tant que personne. Enfin, ça te fait quoi par le passé quand t'as tous ces groupes de gens Je trouve ça terriblement injuste. Je dis mais en plus moi je suis le mec le plus ouvert d'esprit du monde. Moi je peux détester quelqu'un à la télé. Si tu me dis cette personne elle veut prendre un café avec toi, je vais aller prendre un café. Parce que je me dis attends, on est tous des êtres humains. Et à un moment donné, discutons. C'est sûr qu'on va trouver un terrain commun. C'est obligé qu'on va trouver un terrain commun. Sauf si c'est vraiment un imbécile fini ou une espèce de merde raciste au plus haut point. Mais a priori, tu vois, je pense qu'on a tous de l'humanité en nous. En tout cas, je crois profondément en ça. Mais là, on parle des médias, mais on va venir à ce métier après. Il y a plein de gens vers qui j'ai tendu la main en disant, mais les gars, vous voulez pas me recevoir, vous me connaissez même pas. Venez, on discute. Venez, on en parle. Venez, on... Tu fais ça comment? Tu les contactes? Ouais, directement. Ok. Il y a un site qui s'appelle Sens Critique. C'est un site qui note les films et qui fait des actus sur le cinéma. Et j'étais abonné à leur compte Instagram pendant longtemps. Ils ont jamais parlé d'un seul de mes films. Jamais. Mais pourquoi en fait? Si tu représentes quoi pour eux? Je pense du non-cinéma, de l'anti-cinéma. Mais ils parlent parfois quand même de comédies assez populaires. Ils parlent de réalisateurs qui sont pas spécialement des réalisateurs d'arrêt d'essai ou de films d'auteur. Ils ouvrent quand même leur autre. Un jour, je leur envoie un message sur Instagram. Salut les amis. Jamais vous n'avez parlé d'un seul de mes films. C'était il y a pas longtemps, je faisais le film de Christophe Baratier, qui est le mec qui a fait Les Choristes, Faubourg 36, tu vois. Je crois que quand même Christophe Baratier, il a un univers et tout. Pourquoi vous parlez pas juste du film de Christophe Baratier? Jamais de réponse. Lu. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un côté, mais on lui répond même pas à ce mec-là. Il nous dégoûte. Tu comprends ce que je veux dire? En tout cas, c'est comme ça que je le prends. Je te tends la main. Je me rabaisse, entre guillemets, à t'envoyer un message. Qu'est-ce que ça te coûte de répondre?
Dis-moi les choses cash. Dis-moi, notre rédacteur en chef ne peut pas te voir. Il déteste tes films. Il les trouve trop populaires, trop colorés, trop caricaturaux, trop potaches, ce que tu veux. Mais réponds quelque chose. Tu vois? Et t'aimerais que ça change? Ou aujourd'hui, tu t'en fous? J'arrive pas à m'en foutre, moi. J'arrive pas à m'en foutre. J'aime pas l'injustice, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Alors, j'arrive à, évidemment, c'est la théorie du pinçage. C'est comme les haters. J'aime bien la théorie du pinçage. Tu connais la théorie du pinçage. Si je te pince une première fois, tu vas dire « Aïe !» Puis la deuxième fois, tu vas dire « Aïe !» La troisième fois, tu vas faire « Ah, t'es lourd !» Puis la quatrième fois, tu vas faire « Ah là là, mais tu vas me pincer tout le temps là !» Puis la cinquième fois, tu vas faire « Et la 10e fois, tu vas faire « Tu m'as pincé !» Et la 25e fois, tu vas faire. Donc ce que je te disais, c'est qu'à la base, en fait, tu t'habitues au coup. C'est logique. C'est comme quelqu'un c'est terrible, mais c'est comme quelqu'un qui se fait battre. Les premiers coups sont d'une violence extrême. Les derniers, tu te rends même plus compte que tu te fais battre. Tu vois, t'as pris une habitude. Moi, j'ai ça avec la hate sur Internet. Tu vois, je lisais un commentaire il y a encore 5 ans. Un commentaire de ce mec-là, je le déteste. C'est vraiment le pire artiste français. Ça m'empêchait de dormir pendant 2 jours. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour provoquer une telle haine chez toi? Comment tu fais pour arriver justement à gérer ça? Tu te confies à des personnes, je sais pas, par exemple Elisa, qui est ton associée, je crois. Que tu connais bien, je crois. Ouais, je connais bien. Ouais. Tu te confies à des personnes, tu fais comment pour arriver à gérer tout ça? Je suis très entouré. Okay. Elisa fait partie de mon entourage proche, bien sûr, mais d'autres, des potes de lycée, de collège, j'ai les mêmes potes depuis que je suis au lycée, voire au collège. Mais au-delà d'être entouré, tu leur parles de genre putain, je suis pas bien? Bien sûr que je leur parle. Des fois, je leur envoie même un commentaire sur un groupe avec tous mes potes. Je dis, j'ai envie de lui répondre à lui. Mais il faut comprendre que ça divise constamment, tout le temps, même sur des sujets. Enfin, j'ai été opéré de l'appendicite il y a 3 semaines. Je sais plus quel média à 2 balles a posté, il a été opéré de l'appendicite. En dessous, tu as un débat sur est-ce que ce mec-là, il vous plaît ou pas, vous plaît pas, ou machin, et truc. L'appendicite, c'est un mytho, il a pas vraiment été opéré, c'est pour faire parler de lui. De toute façon, je l'ai toujours détesté, ce mec. Tu lis les commentaires, c'est hallucinant. Tu dis, les gars, on parle d'un mec qui passait à l'hosto. Ferme-la, non, là-dessus. Il y a un avis vraiment à donner là-dessus. Enfin, ferme-la juste là-dessus. Non, je suis pas d'accord avec toi. Faut respecter quand même le fait qu'il se repose. Mais se repose de quoi? Ce mec, c'est un mytho. Enfin, tu lis les commentaires, tu te dis, mais même là-dessus, vous avez besoin d'avoir un débat. Après, je pense que c'est révélateur de la société dans laquelle on vit. Tout le monde a besoin de donner un avis, tout le monde a besoin d'argumenter, d'être en accord ou en désaccord, de créer des groupes. Et dans quelle mesure le fait que tu polarises, finalement, ça participe pas non plus aussi du coup, à l'attractivité, à la réussite? C'est sûr que ça y participe. Deux groupes, quoi, comme une équipe de foot que t'as ceux qui sont pour l'équipe et ceux qui le... C'est sûr que ça y participe. C'est sûr. Donc est-ce que t'as intérêt vraiment à que ça s'arrête? Non, c'est vrai. Mais parce qu'en attendant, à ton article sur l'appendicite, du coup, vu que les gens y débattent, il y a plein de gens qui le voient, quoi. J'imagine que le site internet le met en avant parce qu'il marche. Évidemment. Non, mais t'as raison, pour le coup. Et d'ailleurs, on m'a dit une phrase là-dessus que j'adore. Il y a une interview que j'aime beaucoup qui parle justement de ça. Qui parle du succès, des échecs, etc. Et je sais plus qui c'est à l'époque, je crois que c'est Charlie Chaplin qui disait le pire dans la vie, c'est de laisser indifférent. En tant qu'artiste? Ouais. Il n'y a rien de pire que ça. Parfois, tu vas plaire très fort. Parfois, les gens vont te détester. Mais il faut que ça reste tout le temps un des deux. Le pire, c'est l'indifférence pour un artiste. Il disait, je respecte pareil les gens qui me détestent très fort et les gens qui m'aiment très fort. Parce que ça veut dire que mon art a un réel impact sur eux. Ouais, ça les fait bouger, quoi. Exactement. Et pour le coup, ça, c'est devenu un truc que je me dis régulièrement. Parce que, attends, quand tu prends le temps d'écrire « Je te déteste, toi et tous tes films » ou « Je t'adore, tu m'as aidé à grandir », l'engagement, l'intention, quand même, elle se ressemble beaucoup. C'est clair. Tu crées un compte, un pseudo, tu prends le temps, tu regardes le truc, t'écris ton délire, tu le postes, t'attends les réactions. Moi, ça, c'est un truc qui me fascine. C'est-à-dire que t'as des personnes, par exemple, la vidéo dure 40 minutes. La vidéo vient d'être publiée il y a 1 minute. La personne a déjà mis un commentaire, par exemple, négatif. Ça veut dire que du coup, non seulement elle est abonnée, mais en plus de ça, elle a mis la cloche et que quand elle reçoit sa notification, elle se dit, je vais aller me mettre sur cette chaîne YouTube. Donc ça montre que t'es important pour elle quelque part. C'est-à-dire que sinon, tu t'abonnes pas, tu mets pas la cloche, tu prends pas le temps d'écrire. Évidemment. C'est fascinant. Ouais, je crois que le pire, c'est l'indifférence dans ce métier. C'est le pire. Maintenant, c'est la théorie du tu t'en fous, tu sais, ce dont on parlait tout à l'heure. Plus tu te dis je m'en fous, en vrai je m'en fous.
plus quand même au fond de toi, il y a une petite phrase où tu te dis mais c'est pas cool, putain, c'est pas cool les gars. Enfin, je taffe moi, je suis pas, c'est pas gratuit tout ça. Je bosse comme un dingue. Mais tu l'utilises en moteur pour bosser, par exemple? De ouf. Par exemple, des fois, un commentaire hardcore de « Ok, je vais bosser encore plus demain » ou... De ouf, tout le temps. Tout le temps. C'est comme là, j'ai reçu la liste des médias qui veulent pas me recevoir. C'est très étrange, je l'ai noté. Je sais pas ce que je vais en faire. Ça, t'as un cahier de... Ouais, ce que j'appelle la liste noire. Avec que des gens que j'ai notés qui ont dit on recevra pas ce gars-là. On ne veut pas le recevoir. Mais tu les notes dans quel but? Je ne sais même pas moi-même dans quel but je note ça. Je le note peut-être pour m'en rappeler. Genre, tu verras hein. Ouais, c'est un métier qui est tellement long, qui s'étale tellement sur le temps que je me dis, c'est important de savoir ces choses-là. C'est important que je le note. Mais pourquoi? Je sais pas. J'ai pas d'explication à ça. Parce que ce serait simple de te dire, bah, pour ne plus jamais y aller. Mais c'est même pas le cas. Tu vois? Je vais aujourd'hui dans des médias faire la promotion qui, il y a encore 3 ou 4 ans, voulaient pas me recevoir. Ça existe. Est-ce que c'est dans le sens de pouvoir se dire dans 2, 3 ans, 4 ans, peu importe la manière, vous voyez maintenant? Ouais, je crois que j'ai ça, moi. Je l'ai beaucoup. Espèce de rengaine. Il faut que je m'en détache, d'ailleurs. Allez vous faire foutre, Ouais. vous allez voir, quoi. Ouais. Ça m'est arrivé de parler avec un journaliste qui me dit c'est vachement bien ce que vous faites et que je lui dis il y a 4 ans, vous avez écrit cet article absolument horrible sur moi. Vous le savez? Oui. Non, bien sûr, oui. Enfin, je veux dire, enfin, vous savez, voilà. Après, les avis parfois changent et diffèrent, mais c'est vrai que je lui dis moi, c'était important pour moi de vous dire que cet article-là, il m'a fait du mal, beaucoup de mal. Et aujourd'hui, vous m'appelez pour me faire des compliments, etc. Je pense que c'est important pour moi de vous le dire. Ça m'est arrivé, ça, tu vois. Avec mon attaché de presse derrière qui me dit mais qu'est-ce que tu fous? Mais en quoi quel intérêt t'as à dire ça à ce mec? Qu'est-ce que tu t'en fous? Tu remplis tes salles de spectacle, de cinéma. Il est où l'intérêt de dire à ce mec tu m'as critiqué il y a 4 ans? C'est ce que je suis. C'est comme ça, c'est ce que je suis. Ça bougera pas, ça. Ça bougera pas. Ça bougera pas. J'adorais cette chanson quand j'étais petit, What Goes Around Comes Around de Justin Timberlake, tu vois. Et je crois que j'adore cette expression, en plus. C'est la roue tourne, quoi. Ce que tu envoies dans l'univers te reviendra. Et ouais, parfois j'ai ce besoin de je te dis, cette rancœur, cette rengaine, qu'il faudrait pas avoir d'ailleurs. Je devrais apaiser mon cœur et me dire en vrai, je fais tout ce que je rêve de faire. Je suis bloqué dans rien. J'ai des équipes extraordinaires. J'ai une liberté extraordinaire puisque je peux créer et faire Tu l'as tout ce vu que je veux. le docu The Last Dance sur Jordan? Évidemment. Moi, j'adore Jordan. Je suis vraiment inspiré par lui. Et par contre, quand je vois, entre guillemets, je sais pas quel âge il a maintenant dans le docu, il a peut-être 45, 50, je sais pas exactement. Il a encore, tu vois, cette aigreur de... Il se rappelle encore parfaitement de telle personne Bien qui sûr. lui a dit... Tu sais, je me disais en le voyant, je me disais, j'ai pas envie, perso, hein, j'ai pas envie de... Tu vois, il l'a utilisé en tant que moteur pendant sa carrière. Complètement. Et là, j'ai l'impression que ça le consume quelque part. Mais ça te consume. C'est sûr que ça te consume. T'as 100% raison là-dessus. Moi, je perds un temps à me dire, mais pourquoi ce mec-là, pourquoi cette personne-là a écrit ça? Pourquoi lui, alors qu'il me connaît même pas? Ça m'est arrivé d'envoyer des messages sur Instagram à des réalisateurs avec qui je rêve de travailler et tu lis les réponses, tu te dis, mais c'est une blague. C'est une blague. Et ça me consume, je le sais. Je suis en mode, mais pourquoi? Je vais prendre du temps, je vais réfléchir. Et tout ça pour dire que quand tu démarres ce métier très jeune, tu apprends sur le tas. Et parfois, le jugement des autres peut être très violent. Et je crois que le jugement des autres est un truc qui m'accompagnera toujours. J'aurai toujours cette image d'être dans cette soirée et d'être pas être le bienvenu. Tu vois. Et du coup, là, si on clôturait sur ce chapitre-là, tu dirais qu'en fait, les 2-3 meilleurs conseils, finalement, pour arriver à gérer au mieux le regard des autres, c'est quoi pour toi? C'est de s'en foutre, qui est un conseil que je n'arrive absolument pas à appliquer moi-même. Mais c'est de s'en foutre. Donc déjà, tu incarnes un qui est boss. C'est une manière de gérer la critique. Bien sûr, le travail, proposer tout le temps, constamment, non-stop. Être force de proposition, initier ses propres projets. C'est ce que je fais, moi, constamment, tu vois. Comment la critique, ça permet de... Parce que de l'autre côté, on en a parlé beaucoup de toutes les critiques, mais il y a aussi toutes les personnes qui t'adulent, qui t'admirent, qui vont voir tes zéniths, qui vont te voir au zénith, tes films qui cartonnent. En plus, tu as réussi jeune. Réussir jeune, ça pose un vrai challenge en termes de... On manque de maturité quand on est jeune, et quand d'un coup on est surexposé, notre ego, il peut aussi surgonfler. Dans quelle mesure, toutes ces critiques, ça te permet pas aussi de rester plus les pieds sur terre? C'est sûr que oui. Parce que si on enlève les critiques, et qu'on te garde juste des films qui cartonnent, la notoriété, est-ce que tu pèterais pas un câble? Peut-être que oui. J'ai rencontré beaucoup d'artistes qui sont juste aimés. Il y en a, ça existe, hein, plein.
la plupart étaient un peu fucked up. La plupart étaient assez malheureux, quoi. Donc je me dis que c'est peut-être ma bénédiction quelque part. Je le saurais jamais puisque j'ai toujours eu ce cul entre deux chaises. Mais t'as pas eu des phases quand même où là où t'as l'impression d'enchaîner 2-3 films qui cartonnent, Zénith en Bien parallèle. sûr, je les ai eus. Mais il y avait toujours des gars pour rappeler fais gaffe, mec, tu divises. On t'aime app. Mais comme tu viens de le dire, je pense que c'est finalement une bénédiction. Je pense que c'est finalement une chance. Ça me permet de tout le temps me dire C'est pas gagné. ah bah non seulement c'est pas gagné, mais en plus Je peux te réjecter de la partie. tu sais, ça fait peur. Internet, ça fait peur. Moi, ça m'est arrivé de refuser d'aller sur scène à un spectacle qui n'est pas le mien, en ayant peur du regard des autres, en me disant mais s'il y a la moitié de cette salle qui m'aime pas ou qui me supporte pas, je vais pas aller m'exposer à leur regard, ça me fait flipper, quoi, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que ça a un impact sur la vraie vie, c'est pas juste le net. Ce qui d'ailleurs est dingue, puisque j'ai jamais reçu de haine dans la vraie vie, de ma vie. T'as peur des fois sur le côté plus danger physique? Non. T'as pas, Non. pas sur ce niveau-là? Non, mais bon, quand tu vas à un concert ou j'en sais rien, et que le mec il te dit mais viens sur scène avec moi. Tu te dis attends, si je monte sur scène et qu'il y a des gens qui font bouh, je vais le vivre comment? Mal. Donc je vais pas m'exposer à ça. Alors que j'ai rejoint des gens sur scène plein de fois et il n'y a jamais eu ça. Mais j'y pense. Bah, C'est te normal. dire l'impact que ça peut avoir sur toi. Mais là, c'est parce que ça a pas assez de sens pour prendre le risque. Là où dans tes spectacles, c'est trop important de le faire et donc Évidemment. tu prends le Et risque de puis le faire. quand tu es dans tes spectacles, tu es dans ton jardin. Comme tu l'as très justement dit, tu es avec des gens qui ont pris le temps de réserver des places pour venir te voir. Ouais. Tu es en famille en fait. T'es stressé avant de faire, je sais pas, un gros plateau télé? Non. Tu l'étais au début? Non. Comment ça se fait? Je sais pas, j'ai le trac avant de monter sur scène, mais c'est un trac très étrange qui me donne la bougeotte. Mais avant de faire de la télé ou avant de faire de la radio ou quoi, je suis jamais stressé. Pourtant, là, tu pourras avoir juste derrière 1 million de personnes qui se disent putain, Kev, ça te stresse pas là? Ouais, mais je joue pas un rôle, donc je m'en fous. C'est-à-dire que je pré-réfléchis jamais à ce que je vais dire. C'est d'ailleurs peut-être une erreur, hein, mais j'essaye toujours d'être moi-même au maximum. Tout le temps, tout le temps. Il y a des gens, parfois, je les vois dire ouais, ça se voit qu'il est fake. Je pense qu'il y a personne de plus vrai que moi dans ce métier. Tu me vois tel quel là, je vais parler pareil à mes potes ou à ma famille, de la même manière. Je me mets pas dans la tête un espèce de sas de sécurité avant que ça sorte, tu vois, en mode attends, peut-être tu devrais plutôt dire ça, comme ça tu paraîtras plus comme si. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je lui cache, quoi, je te parle cash. S'il y a un truc qui me saoule, je vais dire ça me saoule ce truc-là, même si ça fait pas bien de le dire. Rien à voir, autre sujet. La première fois que t'as gagné une grosse somme d'argent, t'es à l'aise sur le sujet de l'argent? Ouais, Parce complètement. qu'en France, c'est toujours un peu divisant. T'en as fait quoi? Absolument rien. Voilà. J'ai commencé à bien gagner ma vie, j'avais 19-20 ans, je tournais la série Soda. Mes parents ont divorcé à la même période. Donc il y avait presque un côté, c'est pas vraiment mon argent, celui de la famille, ça va permettre de faire en sorte que ce divorce se passe mieux que d'autres. Ok. Parce que divorcer veut dire 2 entités distinctes, là où c'était un couple avant, et donc 2 comptes en banque distincts, et donc parfois tu as moins d'argent, et donc tu peux moins subvenir aux besoins de ta famille. J'ai 2 petits frères qui ont, je crois, souffert de ce divorce, on en a tous souffert, mais je pense que mes petits frères étaient vraiment dans les 2 pires périodes possibles. Il y en a un qui avait 4 ans et l'autre qui avait 15 ans. À 15 ans, tu es en pleine crise d'ado, tu comprends pas pourquoi. Et à 4 ans, tu commences à être conscient de ce qui se passe, tu comprends pas pourquoi tes parents ils se foutent sur la tronche et qu'ils partent. Donc je pense qu'à ce moment-là, il y avait un côté. Je me disais pas, putain, génial, je gagne de l'oseille, c'est génial. Je me disais, ok, c'est vraiment. C'est sécurisant. Ouais, c'est vraiment. La vie est plutôt bien faite finalement parce que c'est le moment où j'en ai besoin pour que mes frères ne sentent le moins possible les secousses. Et donc je vais m'en servir pour ça. Et donc, ils ont continué, tu vois, d'aller dans les mêmes colonies de vacances, faire des vacances stylées, recevoir des bêtes de cadeaux à Noël. Ça te faisait quoi de contribuer à ça? Ça me provoquait une forme de fierté, mais en même temps, ça me paraissait tellement normal. Je sais pas comment expliquer. Il y avait un côté... Moi, je suis quelqu'un de très croyant. Et je me disais, en fait, c'est C'est ta Dieu. mission, quoi. Ouais, c'est Dieu qui a dit, bon, bah voilà, tes parents vont divorcer à ce moment-là. Donc forcément, il va y avoir des discussions d'argent qui vont être reloues. Forcément, l'un et l'autre vont se retrouver avec moins d'oseille puisque plus de comptes communs et donc ils vont devoir serrer un peu la ceinture sur certaines choses. Et là, d'un coup, pile poil, comme par hasard à ce moment-là, toi, tu vas commencer à gagner des belles sommes d'argent. Bah, c'est évidemment pour compenser ce truc-là, tu vois. Ça me paraissait assez logique, en T'as fait. une mémoire de conversation avec ton père ou ta mère en mode papa, en fait, je suis là pour vous, continuer en gros. Non, je l'ai jamais dit, non. Non, Ça s'est fait comment du coup? naturellement. Genre, je paye la colonie. Ouais, ouais. Ok. Ouais, je paye cette colo, je paye ses courses. À Noël, c'est moi qui ferai les cadeaux. Mais non, mais t'inquiète, il n'y a pas besoin de cadeaux. Mais si, il y a besoin de cadeaux. Et j'en fais plus que toutes les années précédentes. Et tes parents, ils sont comment en termes d'attention? C'est des personnes qui vont
valoriser ce que tu fais, ta trajectoire, ou être plutôt critique? Non, ils sont très très valorisants, les deux. Les deux? Ouais, ils sont vraiment très fiers, je le sens pour le coup. Ok. Mais c'est des gens qui ont leur vie, c'est des gens qui viennent d'un métier très concret. On en parlait au début, tu vois, le côté c'est un métier, c'est pas un métier. Eux, ils viennent de trucs, c'est des métiers quoi. Ma mère, elle a bossé à la BNP Paribas pendant 25 ans. Mais du coup, avec leur mindset, c'est quoi des messages qu'ils ont répétés tout le long de ta carrière, même peut-être encore? Par exemple, tu vois, mon père, j'ai beau gagner de l'argent, il est toujours, parce qu'il a été abandonné, il est toujours stressé que je perde tout. C'est-à-dire qu'il est toujours en mode, est-ce que tu as assez d'argent de côté? Donc c'est un truc récurrent. J'ai beau lui dire, papa, c'est bon. C'est quoi? Est-ce qu'il y a des messages qui reviennent, peu importe que ce soit l'argent ou pas? Non, franchement, non. Si au début ils étaient stressés, ils se sont dit il faut que tu fasses attention avec l'argent parce que ça va durer qu'un temps. Parce que c'est quand même l'image que beaucoup de gens ont quand t'es pas dans ce métier, tu te dis ça va durer qu'un temps. Et c'est aussi ce qu'on nous a beaucoup répété au début. Moi quand j'ai démarré les 3 premières années de ma carrière, l'intégralité de la presse disait c'est un boys band. C'est un boys band de l'humour. Et les boys bands par essence, ils brillent quelques années et ils disparaissent. C'est le principe d'un boys band. T'avais peur de ça? Ouais bien sûr. Bien sûr que j'avais peur. Quand tout le monde te le dit, tu te dis attends, eux ils sont dans ce métier depuis plus longtemps que moi. Hein. C'est eux qui ont la vérité, c'est pas moi, tu vois. Donc pendant un long moment, je me disais ça doit être vrai. C'est quoi une des phases les plus longues où tu as l'impression d'être un peu artistiquement en descente? C'est-à-dire que du coup, moins d'entrées au cinéma ou moins de succès dans les salles. C'est quoi une des périodes les plus longues où tu te dis là putain, fuck, c'est dur, il faut que je me réinvente quoi? Bon, il y en a eu, mais longue, je crois pas. Mais c'est quoi par exemple? Ça dure 3 mois, c'est 1 an? Ouais, c'est 1 an max quoi. Et puis moi, j'ai tendance aussi un petit peu à dramatiser les choses. Je suis une drama queen. C'est vrai, c'est-à-dire que 3 mois, c'est 10 ans. Non, mais ça veut dire qu'il y a un film qui va cartonner. 3 mois après, il y a un film qui va moins bien marcher. Genre, je suis fini. Et je vais te dire, c'est mort, quoi. Ça y est, les gens veulent plus me voir. Et 3 mois plus tard, il y a un autre film qui va encore mieux marcher. Je vais dire, on s'en est sorti, mais on était à ça. Hein. Alors que non, ça fait partie de ce métier. Il y a des hauts, des bas, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres moins. C'est comme ça, c'est le jeu. Et tout va bien. Mais donc, le fait de se dire, on était à ça, c'est dans ce sens un petit peu, quelque part, garder toujours le pistolet sur la tempe pour être en mode, on peut pas s'arrêter. C'est ça le... Peut-être. Là, quand tu dis, au 3e film qui cartonne, on était à ça, le but, c'est quoi? C'est que j'en suis convaincu, et c'est ça le pire, hein, c'est que je crois pas qu'il y a un but derrière, hein, c'est juste que j'en suis convaincu, je me dis... Il y a forcément un but inconscient au minimum à pourquoi tu le fais. Parce que en te disant ça, du coup, ça change quoi, du coup? T'es plus humble, tu bosses plus, Ouais, certainement. Ouais. Certainement. T'es plus humble, tu bosses plus. C'est un métier où à chaque projet, en vrai, les choses peuvent s'arrêter. Tu vois? C'est un métier où il faut réfléchir à chaque chose que tu vas proposer au public. Donc, j'ai tendance à dramatiser. C'est ça que je dis en gros. C'est que un truc qui est diffusé à la télé, ça fait pas l'audience que j'aurais voulu que ça fasse. Je me dis, mais je suis fini, quoi. Les gens, ils veulent plus me voir. Tu dois vivre des sacrés swings, du coup. Ah ouais, non, mais c'est terrible. C'est non-stop. Moi, c'est un truc qui m'inspire chez toi, hein, c'est comment tu as réussi à te réinventer. Tu vois, tu parlais des boys band. Ça, c'est option 1. Option 2, tu as la version je continue, mais je vieillis avec mon audience. Ouais. Et donc, je reste enfermé tout le long avec une audience avec laquelle je grandis. Toi, c'est encore une 3e option. Tu as changé, entre guillemets, de public aussi. Comment tu as fait pour te réinventer? Je crois que je l'ai fait justement un peu sans m'en rendre compte. Ça paraît fou, hein, on pourrait croire qu'il y a une stratégie derrière et tout. Tu vois, par exemple, tu as des acteurs, je sais, c'est peut-être pas un bon exemple, hein, mais le mec qui a joué Harry Potter, je sais qu'à un moment donné, il a essayé de faire des films où il a rien à voir avec un rôle type Harry Potter pour casser dans la tête des gens qu'il est pas juste le gars à lunettes. Et ça n'a d'ailleurs pas marché. Ça n'a pas marché. Ah bah non. Si tu veux, viens, on prend Daniel Radcliffe, on le met sur les Champs-Élysées, on demande à 50 personnes c'est qui ce gars. Il y en a 47 qui vont dire c'est Harry Potter. Oui ou non? Mais ça n'a pas marché parce que tu penses qu'en fait Harry Potter c'est un succès qui est quand même planétaire, qui est trop gros et donc c'est presque impossible? Ou c'est que... C'est pas c'est presque impossible, c'est impossible. Il pourra faire ce qu'il veut le mec. Et par exemple, Harrison Ford avec Star Wars, il a réussi à... Bien sûr. À casser ce truc-là. C'est pas du tout la même typologie. Harrison Ford fait d'autres choses avant Star Wars. Ouais. Il se présente pas au public au moment de Star Wars et il arrête Star Wars assez tôt finalement. C'est aussi la clé. J'aurais pu devenir le mec de la série Soda. Hein. Point. Et faire Soda 19. Ouais, j'aurais pu. Franchement, j'aurais pu. Au moment où je prends la décision d'arrêter Soda, on cartonne. Mais c'est pour ça, c'est justement pour éviter de t'enfermer? Bien sûr. Le producteur m'en veut terriblement. Il me dit, mais je comprends pas. C'est la première série, ce premier format court en France aujourd'hui. C'est monstrueux.
On est passé devant scène de ménage. Tu veux arrêter de quoi? On s'est battu pour arriver là, maintenant tu vas arrêter? Et je dis ouais. Mais pourquoi? Mais parce que si je joue un ado à la télévision de manière Constant. quotidienne, Ouais. Après, t'es que ça. Quoi. comment veux-tu être vu par les gens au bout d'un moment? Tu veux pas leur en vouloir de dire mais pour nous t'es un éternel ado. Ils auront raison. C'est ce que tu fais à la télé tous les jours. Donc quand j'avais 22 ans ou 22 ans et demi, j'ai dit on arrête cette série. Et tout le casting, en tout cas une partie du casting, m'en a voulu, je le sais. Bah, c'est normal. Ils se disaient mais attends mais mec, on est dans un truc qui cartonne, enfin je comprends pas pourquoi t'arrêtes ça. On ne doit pas arrêter ça, pas au moment où ça cartonne à ce point. Toi, t'as quel rôle à ce moment-là? T'es acteur, t'es aussi producteur, Et auteur du truc, ouais. Ok, donc en plus, c'est une vraie source de revenus. Énorme. Mais j'ai une espèce de coup d'instinct, Mais c'est ce que je te disais avant, hein. C'est calculé sans vraiment l'être. J'écoute toujours ce que j'ai dans le bide, tu vois. Mais c'est un truc, tu te lèves le matin, tu le sens. Ça, Ouais, c'est instinctif. Il y a un truc, je me dis, maintenant ce que je dois faire, c'est ça. Et après, tu bouges pas, quoi. C'est Et je clair. bouge pas. Même si on te dit, non, mais attends, Kev, réfléchis quand même. Ouais, on me dit réfléchis tout, je réfléchis et je me dis, mais c'est ça. Ce que je dois faire, c'est ça. C'est comme faire le step au cinéma. J'aurais pu ne jamais faire le step au cinéma. Je peux te citer des quinzaines d'acteurs qui cartonnent dans des séries télé que tu verras jamais au cinéma. Parce qu'il y a un move à faire. Il faut que ça marche. Bah, il faut que tu passes dans un rôle où les gens sont contents de te voir, qui passe pas trop inaperçu, et de préférence dans un film qui cartonne. Parce que si c'est un film qui fait 0, bah, ta valeur au cinéma va être de 0. C'est aussi simple que ça. Dans le cinéma, il y a 2 typologies. Ok ? Il y a rebelote, les gens choisis par ce métier. Les films d'auteur et d'arrêt d'essai, eux ne sont pas exposés aux entrées. Le film fonctionne ou fonctionne pas, ça ne changera rien. Ouais. C'est des films dits à festival, arrêt d'essai. Ensuite, tu as les films dits populaires, qui est la cour dans laquelle moi je boxe, où là, tu es extrêmement exposé aux entrées. Il faut que ça marche, t'as pas le choix. Sinon, on te rappelle plus. Enfin, d'abord, on te rappelle moins, et ensuite, on te rappelle plus. Tu dirais que t'as, entre guillemets, un joker de combien de films, quoi? Ouf. Si t'as vraiment une immense sympathie du public et que t'as fait des succès avant, ça peut être 2, 3. Si tu démarres, c'est 1,5, 2 max, tu vois. Ouais, ok. Donc, faut faire gaffe. Vraiment gaffe. Mais surtout que ce qui est, et on le voit avec des immenses acteurs, tu peux être un immense acteur si tu tombes sur une réalisation qui est mauvaise et avoir un film qui marche pas du tout, quoi. Bien sûr. Ah bah bien sûr. C'est le principe du cinéma, c'est que c'est pas du one-man show. C'est que tu n'es pas seul détenteur de ce que tu vas proposer aux gens. C'est une équipe de 200 personnes qui travaillent et tu as intérêt à faire confiance à cette équipe de 200 parce que vous êtes comme une équipe de foot, mais vous êtes 200. Et s'il y en a un qui foire son job, il peut massacrer le travail de 100 autres personnes. Tu vois ? Donc c'est le principe du cinéma. L'esprit d'équipe, faire confiance à l'équipe, travailler avec l'équipe. Et toi, comment t'as choisi, entre guillemets, ton premier rôle cinéma? Je me suis dit, il faut un truc pas trop loin de Soda pour pas dépayser les gens complètement. De préférence, il me faudrait un truc, une marque préexistante, un truc qui existe presque déjà dans l'inconscient collectif. Et ça s'est présenté sous la forme des profs. À l'époque, je rencontre Pierre-François Martin Laval qui me dit je vais faire l'adaptation de la BD Les Profs au cinéma. Je t'ai vu dans Soda, t'es un peu le représentant des ados. On a un rôle d'ado qui s'appelle Boulard, qui est vraiment le cancre absolu. Parfait. Et il me fait lire le script, et Boulard est tout petit. C'est tout petit, vraiment. C'est un tout petit rôle. C'est 4 jours de tournage. Et donc, on rentre dans le dernier aspect dont je te parlais il y a un instant, à savoir, faut exister. Si le truc fait un énorme succès, mais que t'y es pour rien, bah, finalement, t'as pas gagné tes galons au cinéma. Donc moi, je crois au truc, je lis le film, je me dis vachement bien, mais il faut que ce personnage-là, il existe plus. Et donc, je vais au bureau de PF tous les jours. Avec des idées. Avec des idées. Genre, il pourrait faire ça en Ouais. plus. Et lui, c'est un mec exceptionnel, puisqu'il m'accueille tous les jours, et on rebondit, on échange. Ouais, bonne idée, je vais rajouter cette scène. Ah, cette scène-là, ouais, c'est bien. Ah, tu voudrais être dans celle-là? Ok, ouais, why not? Ok, c'est une bonne idée. Et machin, là, là. Et on fait grossir le rôle qui, à la base, a 4 jours, et à la fin, il en a 25. C'est un Putain. des rôles principaux du film, vraiment. Ça, c'est vraiment inspirant. Ouais. Parce que là, ça montre vraiment à quel point, si tu, entre guillemets, t'es juste en mode passager, quoi, et que t'es pas en mode Actif, ouais. actif, je prends les commandes, tu passes d'un beaucoup plus gros rôle à un tout petit rôle, quoi. Évidemment. Et c'est un game changer pour moi, les profs. Vraiment. Le film va sortir en 2013 et va faire 4 millions d'entrées, ce qui est énorme. C'est clair. Et c'est grâce à ça derrière qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, peut-être que le mec a une valeur au cinéma. » Hmm. Alors que ça aurait pu ne pas du tout être le cas. Peut-être que si j'avais juste joué le rôle initial tel qu'il était écrit, les gens auraient dit « Ah, le film est un carton. » Mais bon, lui, on l'a vu 4 secondes dans le film, on s'en fout. Lui, il y est pour rien. Sauf que d'un coup, j'endosse le film pleinement à fond. Et je vais faire la promo, et j'y vais à fond, comme si c'était mon film, comme si c'était mon projet, tu vois. Et donc, tu prends non seulement plus de place dans le film, mais tu prends aussi plus de place dans la com, quoi. Bien sûr, Donc, t'es présent, quoi, dans la tête des gens. à fond. C'est d'ailleurs la première fois qu'il y a des articles qui disent le succès de Kev Adams au cinéma.
Waouh. Ça te fait Alors quoi que ça? c'est un vrai film choral pour le coup. T'as eu des articles qui t'ont vraiment touché, genre mis les larmes aux yeux, genre. Ouais, bien sûr. T'as quoi en tête par exemple? Il y en a eu plein, je les ai plus en tête, mais il y en a eu plein. Mais un qui te vient. En 2015, je fais L'épreuve 2 et Aladdin. C'est les 2 films qui vont faire le plus d'entrées de l'année 2015, tous films confondus, films américains et français confondus. Waouh. Et cette année-là, il y a un article de je ne sais plus quel journal qui dit l'homme le plus bankable de France. Et j'avais adoré ce moment. Adoré. Tout en sachant qu'il était éphémère. Je savais que ça ne durerait qu'un temps. Je savais que ce métier était fait de haut et de bas. Mais à ce moment-là, quand tu es en haut sur le toit du cinéma français, ouais, c'est exceptionnel comme sensation. C'est exceptionnel. Tu le célèbres comment? De manière très sobre, j'ai rien fait de ouf. Je crois Je veux que... dire, t'invites des potes. Ouais, c'est ça. On a été boire un coup, tu vois, on a fait la teuf. Fin. C'était pas vraiment un truc de célébration dans ce sens-là. C'était un truc pour moi de fierté de. Ouais, Encore une fois, je suis rentré par la porte de derrière. Et c'est fait là, j'y suis là. Et là, il y a un article qui dit putain, le mec, quand même, c'est lui qui fait le plus d'entrées cette année dans ce game. Ouais, il y avait une forme de fierté. Vraiment énorme, immense. C'est immense. Ouais, c'était Le immense. petit Ouais. Kev de 10 ans qui voit ça, c'est un truc de malade pour lui. C'est un truc de malade. C'est même compliqué à réaliser, quoi, tu vois. Parfois, je doute. Je me dis, c'est vraiment arrivé ou. Tu vois. En tout cas, t'es allé le chercher. Ah oui, C'était avec les dents. Mais ce qui est ouf aussi dans ce métier, c'est ça. C'est le lendemain. Ouais. Tu connais le lendemain dans ce métier? C'est le lendemain. Le lendemain, c'est quoi? C'est Reset, quoi. c'est le lendemain. C'est terrible dans ce métier. Le lendemain dans ce métier est absolument terrible. C'est Danny Boone qui fait Bienvenue chez les Ch'tis et ça fait 20 millions d'entrées. Ouais. Et à un moment donné, les 20 millions d'entrées sont faits, puis le film disparaît des cinémas, il y a un lendemain. Et le lendemain, bah, il est Danny Boone. Alors c'est top, hein, ça a changé des choses, il va pouvoir faire plus de films, il a plus d'ouverture, mais c'est Danny Boone finalement. Et alors le surlendemain, c'est toujours Danny Boone, tu vois. Alors il a fait 20 millions d'entrées, il a marqué l'histoire du cinéma français. T'en parles tous les jours, toi, avec tes potes? Est-ce qu'il y a une statue de lui qui a été érigée? Est-ce que... Non, parce que c'est le lendemain. Ça a été fait et on avance. Un jour, Jean Dujardin, c'est le premier acteur français à gagner un Oscar. Tu veux dire dans le sens tu disparais vite de la tête des gens. Mais en fait, il y a tellement d'informations dans notre époque, tout le temps, Il faut tout le constamment, temps bouger pour exister. Quoi. qu'en réalité, très vite, on passe à autre chose. Un jour, Jean Dujardin, c'est le premier homme français qui gagne un Oscar. C'est le premier homme français qui gagne la plus grande récompense possible dans ce métier. Il y a des journalistes par centaines à l'aéroport Charles de Gaulle pour l'accueillir. Le mec est la plus grande star du pays à ce moment-là. Voilà. Et puis un jour, c'est le lendemain. Il a un Oscar qui est posé sur sa commode. Puis il reprend sa vie chez Jean Dujardin, tu vois. Bah, ce film-là, je vais le faire, peut-être pas celui-là. Alors, je dis pas que ça n'a pas d'impact, hein. Ça change des choses. Oui, ça. Mais ça change pas tant que ça. Elle est là la vérité. C'est qu'il faut comprendre que dans ce métier, même quand tu vas aller gratter les sommets, et c'est ce que je me souhaite, hein, et je pense vraiment ne pas l'avoir fait encore, faut être prêt à te dire que la descente, elle est extrêmement rapide. Tu restes pas au sommet toute ta vie, c'est pas vrai. Tu galères à monter et tu descends très vite. La montée est une horreur de galère. Et une fois que t'es arrivé en haut, mec, il y a une luge, elle est là, c'est comme ça, et cette luge, elle s'appelle le lendemain. Et une fois que tu vas monter sur cette luge, bah, le lendemain, ou 3 jours, ou 5 jours, ou 10 jours, ou 15 jours, ou 6 mois après, tu seras là et tu vas être... Mais Dujardin le racontait à l'époque de manière assez touchante d'ailleurs. Il disait d'un coup, t'es sur le toit du monde, tu fais toute la presse américaine, tu fais truc, et puis cut, t'es au Franprix à côté de chez toi. On t'appelle pour jouer dans un film avec Benoît Poelvoorde. Et tu te dis, c'est arrivé tout ça vraiment ou... Ça y est, ça repart quoi, ça reprend. Et je pense qu'en plus, ce qui est pas forcément évident à réaliser et comprendre, c'est que notre cerveau, il évalue tout par contraste. Et donc, une fois que je me suis habitué, une fois que j'ai vécu l'expérience de vivre un truc vraiment hors norme, derrière des choses qui, en temps normal, peut-être me faisaient kiffer, vont me paraître moins bonnes qu'avant parce qu'il y a un contraste. C'est un petit peu comme les restaurants. C'est-à-dire que si tu manges tout le temps dans des restaurants haut de gamme, les restaurants que tu faisais avant qui te paraissaient top, ils te paraissent horribles. Moi, ça m'est arrivé ça. Sur un truc très concret, tu joues devant 1000 personnes, t'es comme un dingue, puis 2000, tu dis c'est une blague, il y a 2000 gens qui ont payé des billets pour venir me voir là, puis 5000, ouais. Ok, puis 30 000, parce que c'est le plus gros que j'ai fait avec un spectacle solo. 30 000, c'est quoi comme ça? Et c'est le Paléo Festival à Nyon en Suisse. Et à un moment donné, tu redémarres un spectacle, ils sont 500. T'as l'impression que c'est ton salon, quoi. Tu te dis, c'est petit, quoi. Alors que ces 500 là, 3 ans avant, tu te dis, c'est une blague, ils sont 500. Ouais. Tu vois, pour la scène, ça, c'est quelque chose de constant. Sur mon spectacle précédent, il y a des salles où j'allais, on faisait 3500 payants. Sur le spectacle que je viens de jouer là l'année dernière, on faisait 3300 payants.
Donc 200 de moins que le spectacle d'avant. Tu te dis, moi je me dis, c'est fini, je suis fini. Alors qu'il y a 3200 personnes qui ont payé un billet. Tu comprends ce que je veux dire? C'est constamment, ça c'est humain. C'est clair. Tu te compares avec ce que tu as eu avant, constamment. Et c'est très dur dans ce métier. T'élèves ta norme comme ça tout le temps en permanence. Constamment. C'est pour ça d'ailleurs que même en termes de lifestyle, il vaut mieux monter progressivement que d'avoir d'un coup un gros bond de lifestyle et te retrouver à redescendre un petit peu. Quoi. Alors moi j'ai une chance de ouf, c'est que j'ai jamais été oseille. Je m'en fous, vraiment. J'aime pas les belles fringues qui coûtent une tonne. J'ai pas de montre, j'ai pas de bijoux. Ce que tu vois là, c'est vraiment des trucs qui coûtent 150 à 200 balles grand max. Je m'en fous de partir en vacances en première classe. Je m'en fous d'avoir une énorme voiture. J'ai d'ailleurs pas de voiture, j'ai un scooter. Tu prends la business quand tu vas. Ouais, bien sûr, je me fais le kiff. Pourquoi pas? Oui. Mais je pars pas en vacances tous les 4 matins. Là, t'as une maison à LA, mais sinon tu vas quand même te prendre un beau Airbnb. Je prends un beau Airbnb. Si je pars en vacances avec des potes ou avec ma copine, je vais prendre un super hôtel, évidemment. Mais passer ça, ouais, c'est simple. Ma vie au quotidien ne demande pas de gagner beaucoup d'argent, franchement. Et du coup, tu fais quoi de ton argent? Je le place. Mon père a toujours fait de l'immobilier, donc j'ai acheté beaucoup d'immobilier, tu vois, parce que ça fait partie de la famille. C'est lui qui gère? C'est ma mère et lui qui gèrent. En tout cas, il y a des discussions familiales autour de ça, ouais. Mais c'est pas compliqué avec un divorce au milieu? Le divorce, c'était il y a presque 15 ans, hein. Le temps passe, les relations évoluent. C'est heureusement d'ailleurs, tu vois. Mais donc ils s'entendent bien aujourd'hui. Oui, de manière très cordiale, c'est très cool, ils se saluent. Tu vois, il y a un côté très, très cool. Heureusement qu'ils sont pas vénères comme il y a 15 ans, parce que j'aurais envie de leur dire, les amis, on se calme là. Ça y est, non, franchement, 15 ans, vous avez eu le temps de faire la paix chacun avec vous-même et avec l'autre. T'es sur des projets en parallèle business, je crois qu'il y a Drinkwater, c'est ça? Ouais, tout à fait. Comment tu choisis sur quel type de projet tu veux t'associer, pas t'associer? Je sais pas si je choisis vraiment. En tout cas, j'essaie toujours de me dire, est-ce que c'est un truc qui, moi, me plairait en tant que client, tu vois. Après, c'est des opportunités, des rencontres. Mais c'est un truc important pour toi, tu cherches à développer ce côté un peu business, tu vois, par exemple Tony Parker, tu sens que là aujourd'hui, alors c'est différent un sportif parce que tu as vraiment une carrière qui s'arrête, tu sens que là aujourd'hui, sa plus grosse casquette, c'est entrepreneur. Bien sûr. Et c'est son focus numéro 1. Toi, c'est ça ou pas? Non. C'est d'abord artiste. Moi, je suis un artiste. Ce que je vais le plus te proposer dans les années qui viennent, c'est des films et des spectacles. Moi, je suis même pas un artiste, moi, je suis un raconteur d'histoires. Parfois, je le fais sur scène avec des blagues. Parfois, je le fais au cinéma entouré de plein de gens incroyables. Mais je te raconte une histoire. Moi, je suis le gars qui te dit avant de dormir, tu veux une histoire? Et tu dis, ah bah ouais, mais c'est l'histoire de... Il était une fois, il y a un gars. Moi, c'est ça mon métier. Je suis un raconteur d'histoires. Et je pense d'ailleurs que c'est là où je suis le meilleur. Je suis pas un très bon businessman, franchement. Je vois des gens, ils sont très forts. Ils connaissent les optimisations, les manières de faire, tu vois, les levées de fonds. J'ai jamais compris. C'est pas mon langage, tout ça. Je m'en fous d'ailleurs. Ça m'intéresse pas de ouf. C'est pas un truc qui me passionne. Donc, t'as une boîte de prod. Dans des moments où t'enchaînes 1 ou 2 films ou 3 films, j'en sais rien, qui sont en déficit, parce qu'on se rend pas compte aussi le cinéma à quel point c'est pas la norme d'être en train de faire des énormes plus-values. Ouais. T'es passé par des phases où t'es un peu en mode c'est hardcore. C'est dur, bien sûr. On a créé notre boîte de prod avec Elisa Soussan, donc qui est mon associé en 2015. À la base, la volonté était d'être libre et de créer les films qu'on voulait. Et il se trouve qu'on a produit une 12aine de films et séries depuis 10 ans, donc quasiment. Un film, ça coûte combien juste pour quelqu'un qui puisse... Ça dépend. C'est très variable. Une fourchette, quoi. C'est entre 1 million et... Moi, j'ai déjà fait des films qui ont coûté 500 000 euros et j'en ai déjà fait qui coûtent 15 millions d'euros. Ok. Donc, c'est très variable. On va dire que la moyenne... Mais un film à 15 millions, tu mettais pas 15 millions. C'est des prods en plus qui Alors, t'aident. comment on finance un film? C'est très simple. Tu vas aller chercher des partenaires. Les partenaires, en général, se divisent de la manière suivante. Tu as un distributeur, une chaîne payante, une chaîne gratuite. Okay. D'accord? Pathé, c'est un distributeur? Oui. Ok. Pathé, Gaumont, UGC, SND sont des distributeurs. Ok. Studio Canal sont des distributeurs. M6, TF1, France 2, France 3, tout ça sont des chaînes gratuites, considérées comme des chaînes gratuites. Canal, OCS, Netflix, Amazon, Disney+, sont considérés comme des chaînes payantes. Tu vas aller choisir 3 de ces acteurs. Donc ça en fait pas de temps que ça, hein, si tu réfléchis bien, tu vois. Canal+, évidemment. Un de chaque. Payante. Ouais. Ok. Et tu vas demander à chacun une partie de ton budget. Donc tu vas avoir un scénario. Il y a un directeur de production qui va lire ce scénario, qui va le découper, qui va dire « Moi, j'estime que ce film-là à fabriquer, il va coûter 5 millions d'euros. » Toi, tu sais que sur ces 5 millions d'euros, le crédit d'impôt, ce fameux crédit d'impôt dont on parlait avant le podcast, donc l'État français va te donner, allez, entre 12 et 15% de cette somme. Ok. Donc sur ces 5 millions-là, tu vas avoir 800 000 euros. Ok. Donc il te reste 4,2 millions à lever. Tu vas aller voir TF1, ils vont te dire « Nous, on va te donner tant. »
attention, pour prendre des parts de copro de ton film, mais aussi pour acheter une diffusion à la télé. Eux, ils se protègent. Ils se disent quoi? On met un peu d'argent à risque, mais on achète, quoi qu'il arrive, un film qu'on va diff sur notre antenne. Donc, quoi qu'il arrive, on crée une valeur. Alors, ils vont donner, j'en sais rien, 1,5 million. Donc, toi, tu as 800 000 plus 1,5 million, tu es à 2,3 millions. Tu vas aller voir Netflix vont dire non, on te donne une barre. Mais attention, c'est quoi vos droits TF1? Bah, on a 2 ans de signé d'exclus avec TF1. Ok, donc moi, ça veut dire que dans 2 ans, je peux récupérer le film. Mais ils vont négocier pour dire, mais en vrai, on se fait pas vraiment concurrence avec TF1 parce que c'est une chaîne gratuite. Nous, on est une plateforme payante. Donc, en vrai, donne le film à TF1, mais donne-le nous aussi. Et on peut presque le diffuser tous ensemble. Et là, tu vas rentrer dans des négos avec tous ces acteurs. 36 mois de droit pour toi, 12 mois de droit pour toi, qui diffuse en premier, à quel moment, et ainsi de suite. C'est pas toi qui fais ça, là. Je le fais. Elisa le fait beaucoup aussi. On le fait ensemble. Ok. T'aimes bien cette partie? Ouais, j'aime beaucoup. Ok. La prod, pour le coup, est un truc qui me plaît, qui me passionne. Après, Elisa est meilleure que moi là-dedans. Sur le côté, j'appelle les partenaires, je leur fais lire les films, je lève l'argent, je construis le budget. Tu vois, elle est meilleure que moi là-dessus. Ok. Et je pense que sur le côté artistique, je suis pas meilleur qu'elle, mais elle suit souvent mon lead sur le côté artistique. Sur le côté, on doit modifier ça dans le scénario. Cette scène-là, elle coûte une blinde alors qu'elle apporte rien en plus dans le film. On l'enlève, on la remplace par ça. Ça, par contre, au contraire, cette scène n'est pas assez mise en avant parce qu'il y a une plus-value dans cette scène et que ça va taper dans le film. On le fait, tu vois, parce qu'il y a un double taf à producteur. Il y a un taf de j'arrive à te convaincre de me prêter, entre guillemets, de l'argent pour faire mon film. Et à côté, il y a la direction artistique claire des scénarios. Cette scène-là, elle est en trop. Vous avez un trou de rythme dans votre script au milieu. Là, on s'en fout. Vous partez dans une autre histoire. Il faut enlever ces 15 pages-là. Elles ne servent à rien. C'est une double casquette, entre guillemets. Et c'est comme ça un peu qu'on se les partage. Et du coup, dans des phases où toi, tu te mets à perdre de l'argent sur plusieurs films, comment tu le vis? Déjà, tu le vis mal, mais surtout, tu mets ta société à risque. Parce que ta société a besoin de gagner de l'argent sur chacun des projets. Alors même si tu finances tes films avec d'autres acteurs, bah, si ça marche pas, tu ne gagnes pas d'argent. Pourquoi? Si TF1 n'a pas récupéré l'argent qu'il devait récupérer, Netflix non plus, ou Canal non plus, parce qu'à chaque fois, ils te donnent de l'argent pour diffuser ton film, mais aussi il y a une part qu'on appelle la part de copro, où ils doivent gagner de l'argent sur leur investissement. Okay, si eux, ils récupèrent pas d'argent, ils ont pris le risque avec toi. Bon, toi, t'as pas perdu d'argent dans cette histoire. Mais t'as tes frais qui courent. Chaque mois, la boîte, elle te coûte de l'argent. T'as des employés qui travaillent avec toi. T'as des gens qui développent les scripts. T'as des gens qui lisent les scripts. T'as des gens qui accompagnent les talents. Donc, tout ça coûte de l'argent. Donc, il faut que sur chaque projet, tu gagnes de l'argent. Si tu enchaînes 2-3 projets qui perdent de l'argent, c'est-à-dire que tu n'en gagnes pas. Alors, est-ce que t'en perds clairement dans la boîte? Non. Mais de ne pas en rentrer pendant 4 projets, c'est une catastrophe. Donc, il faut que sur chaque projet, tu gagnes un minimum d'argent. On est d'ailleurs, nous, arrivés à un moment donné où la boîte aurait dû fermer. Ça a été le miracle maison de retraite. Il faut que je te raconte cette histoire parce qu'elle est assez dingue. On arrive donc après le Covid, en 2020. On arrive à une phase où on entend que ça marche moins bien pour moi. Je le sens. On me propose moins de scénarios. Nous, dans la boîte, on développe des choses, mais on a perdu beaucoup d'argent. On est très endettés. Parce que tu t'endettes, hein, forcément. Hein, à un moment donné où tu t'endettes. 3 projets que tu enchaînes où tu gagnes pas d'argent, eh ben, tu vas demander des crédits d'impôt, tu vas demander à des fournisseurs genre Transpalux qui te fournit les caméras et les lumières de cinéma un peu de délai. Les gars, on peut pas vous payer tout de suite, on vous paye l'année prochaine. Ok. On arrive donc à un moment critique. On a, je sais plus, 2 ou 3 millions d'euros de dettes sur la boîte. Moi, j'ai investi pas mal d'argent personnel dans la boîte pour qu'elle tienne. On a très peu de projets en développement et surtout, on sent que le métier ferme les portes, quoi. Moi, je reçois très peu de scripts venant de l'extérieur. C'est un indicateur. Même si j'ai jamais fait beaucoup de scripts qui sont pas développés par moi, malgré tout, quand on reçoit beaucoup, c'est un indicateur. Quand on reçoit peu, ça en est un aussi. Et donc, on arrive en 2021-2022 où je fais un film pour Amazon, le truc est pas hyper bien reçu, ni par la presse, ni par Internet. On est dans un espèce de entre deux compliqué où ça pue, quoi. Vraiment, ça pue. Et moi, j'ai ce projet qui s'appelle Maison de retraite, où je suis à fond, quoi. Vraiment à fond. Je me dis, c'est ce film-là qu'on doit faire. C'est toi qui as coécrit le film Okay. avec Catherine Diamant. Et c'est mon initiative vraiment, quoi. Je suis obsédé par ce truc. J'arrête pas d'en parler à Elisa. Je dis, c'est ce truc-là. C'est l'histoire simple d'un mec qui doit faire condamner à des travaux d'intérêt général. Et il est orphelin, il a jamais eu de grands-parents. Et il va rencontrer des résidents de maison de retraite auxquels il va s'attacher petit à petit. Et il va les aider à sortir de l'arnaque, de l'ingérence, de la maltraitance de laquelle ils sont victimes. J'écris le truc, j'écris 3 pages, puis 10, puis je fais lire à Catherine. Catherine écrit une première version du scénario, puis on écrit une V2 ensemble, puis une V3, puis une V5. Et on a ce script. On l'envoie à l'intégralité du métier, donc tous ceux qu'on vient de citer, hein. Pathé, Gaumont, UGC. L'intégralité du métier nous dit
Non. Je ne crois pas. Non, le projet est pas très sexy, les vieux c'est pas très vendeur, le public de Kev, enfin ce qu'il en reste, c'est des jeunes, ils iront pas voir un film qui s'appelle Maison de retraite. Ah ouais, putain. Donc non. Je te raconte cette histoire parce elle montre bien aussi la volonté un peu barge que je peux avoir et la manière dont on fonctionne chez My Family, c'est-à-dire donc ma boîte de production, c'est-à-dire un peu contre vents et marées. Pirate. Ouais, toujours. Je dis à Elisa, le métier veut plus de nous. C'est pas la première, c'est pas la dernière fois. Faut qu'on trouve d'autres manières de lever l'argent pour faire ce film. À l'époque, le film est estimé à 5 millions d'euros. Ce qui est la moyenne pour un film français de ce genre. Je pars à Dubaï rencontrer des investisseurs privés et je leur parle du truc. Français? Francophone. Les mecs me disent ok, why not? Nous on n'a jamais vraiment fait de cinéma, mais ça peut être cool. Le film a l'air vraiment sympa. Ça peut être ok, on va te suivre. Je rentre à Paris, on lance ce qu'on appelle la préparation du film. La préparation, c'est le travail qui va venir en amont d'un tournage. C'est réunir les équipes, trouver les décors dans lesquels on va tourner, commencer à payer une partie des équipes qui vont commencer à faire du scouting, à travailler, tu vois, à découper le scénario, bref. On commence ça. Le mec vient à Paris 3 semaines après. Il me dit, il faut qu'on se voit, on fait un petit déj au Royal Monceau. Elisa me dit, je peux pas venir avec toi, j'ai un rendez-vous, vas-y. J'y vais. Le petit déj, il va extrêmement vite. T'es stressé Boire dans un café. rendez-vous comme ça ou pas? Ouais, de ouf. Genre là, c'est un peu genre ma De ouf, boîte. parce qu'à ce moment-là, ça fait 3 semaines que j'attends des news de ces avocats. Pourquoi on relou, signe ça. pas les contrats? Pourquoi machin? Il y a des allers-retours, c'est bizarre, bref. J'arrive, je te la fais courte en 14 secondes. Le mec, au milieu d'un croissant du Royal Monceau, il me dit on débranche, on va pas faire le film. Mes avocats ont peur, ce côté hors marché, ça fait flipper. On débranche, out. Salut, bonsoir, on t'aime beaucoup, mais ce sera sur une prochaine fois. Dans un rendez-vous comme ça, tu lâches prise, t'es genre en mode, t'essayes. Ah, mais non, t'essayes de te battre. Mais non, on peut pas te faire ça, écoutez-moi, je vous assure que, mais au bout d'un moment. Ouais, Quand le mec, la décision est prise, tu vas faire quoi? Hmm. Je sors de là, on est un vendredi matin, je dois 600 000 balles à des gens. Ma boîte, elle est endettée de plus de 2 millions d'euros. J'appelle ma mère. Ma mère, elle me dit, première chose, tu vas prendre ton argent personnel, on va vendre un appart de tes biens immobiliers et tu vas payer ces 600 000 balles. Tu vas pas laisser des gens sur le carreau. Ces gens-là, tu leur as promis qu'ils allaient être payés. Ils ont travaillé, donc tu vas les payer. Ça, c'est 1. Et ensuite, 2, tu débranches ce putain de film. Il y a un moment donné dans la vie, quand ça veut pas, ça veut pas. T'as envoyé le film à tout le métier, on t'a dit non. T'as été chercher un autre investisseur privé qui aujourd'hui te dit non. Il y a un moment, il faut savoir écouter aussi. La vie veut pas, donc c'est non. Je dis ok. J'appelle Elisa. Elisa est évidemment au fond du trou. Moi, je suis au fond du trou. Et Elisa me dit, en gros, elle me le dit pas comme ça, mais elle me dit, en gros, on va fermer la boîte. On peut pas, on va pas tenir. On va fermer la boîte. On va payer ces 600 000 balles si tu le souhaites, mais je dis peut-être qu'on peut décaler ce film-là. Elle me dit décaler de quoi? Tous les acteurs sont engagés. Les équipes on leur doit 600 000 balles. On va leur dire quoi? Rendez-vous dans 8 mois. C'est impossible. Et puis, on tourne à ce moment-là avec des acteurs qui ont 80 ans de moyenne. Donc, tu leur dis pas, on tourne dans 8 mois. L'après-midi même, je reçois un coup de fil de Stan Wawrinka, qui est un pote à moi, tennisman, qui a gagné 3 grands chelems, qui est un mec qui a été numéro 3 mondial pendant longtemps, qui me dit ça va? Je dis ouais. Il me dit non, ça va pas. Je dis non, ça va pas. Et je lui raconte l'histoire. Comme beaucoup de sportifs, il me dit je suis fasciné par le cinéma et tout. Envoie-moi le scénario, on sait jamais, peut-être je peux t'aider. Je lui envoie le scénario sans absolument rien attendre en retour. Le mec me rappelle 12 heures après et il me dit j'ai adoré le script, il te faut combien pour tenir jusqu'au tournage? Peut-être que s'il y a déjà une impulsion, une partie de cette somme d'argent, tu peux retourner chercher du crédit d'impôt et aller négocier avec TF1 ou un autre, tu vois. Et je dis ok. On fait les calculs. Il me dit tu les auras lundi. Le mec Stylé. sauve le projet. Sauve la boîte d'ailleurs. Dès qu'on a cet argent, on s'active à fond. On paye évidemment les gens qui font la préparation. On va voir TF1, on va voir Netflix, on va voir tout le monde, on va voir Amazon, on va voir des banques, on va voir tout le monde pour essayer de compléter l'argent. Moi, je dis que je me paye pas, évidemment. T'as un pote à moi qui met de l'oseille dans le film. Donc, je dis je me paye pas, c'est pas grave, je me mets en participation. En participation, ça veut dire si le film gagne de l'argent, tu reçois ton salaire. Si le film gagne pas d'argent, tu recevras jamais rien. Sachant que 9 films français sur 10 ne rapportent pas d'argent, c'est important. Voire 19 films français sur 20. On se lance dans cette aventure avec Stan. TF1 accepte de nous suivre, mais vraiment du bout des lèvres. Ils disent bon, on va pas vous donner un budget TF1, on va vous donner un budget TMC. Mais ok. Sophie K dit ok, moi je vous file aussi un peu d'argent, un peu de crédit d'impôt, plus l'apport de Stan. On fait le tournage du film, qui est un tournage de l'enfer. On est en 2020, ça tourne pendant le Covid, c'est l'horreur. On tourne 3 semaines, on coupe 3 mois. Il y a une de nos actrices qui tombe malade, qui rentre à l'hôpital. On nous dit qu'elle va pas tenir. Si elle décède, bon déjà c'est une catastrophe parce que c'est une femme que j'adore. Mais en plus de ça, le film s'arrête. C'est un film choral. On a déjà tourné des scènes avec elle. On vit l'enfer. Je me rappelle que je faisais des réactions physiques. Je faisais genre de l'eczéma, truc que j'ai jamais fait de ma life.
Je me réveillais, j'avais des taches sur le corps, quoi, tu vois. Putain. Elle s'en sort, cette héroïne. Une pensée d'ailleurs à elle, Mylène de Mongeau, qui nous a quittés entre-temps. Et on termine finalement le tournage à l'été 2020. Et là, on nous annonce, le film ne pourra pas sortir, puisque les cinémas sont fermés dans le pays entier. Donc vous ne sortirez pas fin 2020, ni début 2021, ni milieu 2021, ni fin 2021, puisqu'évidemment, il y a un embouteillage de films monumental, puisque les cinémas ont été fermés pendant longtemps. Il faut tenir tout ce temps-là pour une boîte. Donc on met presque la boîte en sommeil, presque. On enlève un maximum d'employés. Et il faut tenir aussi avec un film. Il faut savoir qu'un film, tant que tu le sors pas, il coûte de l'argent. Pour le maintenir dans des bécanes, dans des bobines, pour continuer la post-production, pour maintenir ton film. Un film, plus tu mets du temps à le sortir, plus il coûte de l'argent. C'est naturel, c'est comme ça. On avait pris évidemment des surcoûts de Covid. La boîte, elle est entre la vie et la mort. Et on attend qu'une seule chose, c'est que ce putain de film sorte. Et c'est ce film qui va décider de notre destin. Il se trouve que le film va finalement sortir en février 2022. On est en passe vaccinale. C'est le pire moment du monde pour les cinémas. T'as pas le droit d'aller au ciné si t'es pas vacciné. Faut porter un masque. Il y a pas de bonbons, il y a pas de popcorn. Faut laisser un siège d'écart. C'est l'enfer. La plupart des films d'ailleurs se décalent de cette période pour pas sortir au moment du passe vaccinal. Le film sort. Et là, c'est le miracle. Il n'y a pas d'autre mot qu'un miracle. Il se passe un miracle. Là où tout le monde nous promettait qu'on allait se planter, le film fait un carton au box-office, plus de 2 millions d'entrées, rembourse l'intégralité de l'argent que Stan avait mis, lui donne en plus du bonus, mec gagne de l'argent sur le film, remet la société à flot, nous permet d'étaler nos dettes, et c'est reparti, d'un coup. C'est quoi le moment où tu t'es dit putain là c'est bon Le jour de la sortie. Faut savoir qu'au cinéma, le jour de la sortie, t'es à peu près fixé. Ok. Parce qu'il y a un taux d'envie que tu comprends. Si le film fait, j'en sais rien, 50 ou 60 000 entrées le mercredi de sortie, tu sais que c'est plutôt positif. Parce que le mercredi de sortie, ça va forcément moins faire que le week-end. Donc, il y a eu tellement de films qui sont sortis que maintenant, il y a tellement de comportements qui ont été analysés que tu sais. Si ça fait 80 000 le premier jour, tu sais que le film va faire 100 000 par jour le week-end. Ce qui est énorme. Si le film fait 20 000 le premier jour, tu sais que ça va faire 10 000 le jeudi. T'as les résultats quand le soir même? Le soir même. Comment? Par téléphone? Ils appellent toutes les salles de France, ils disent combien on a fait d'entrées, ils te disent on a fait aujourd'hui. Là, c'est quoi? C'est par exemple, c'est Elisa qui t'appelle en te disant le. Ah non, il y a une soirée chiffre, le jour de la sortie d'un film. Ok. Donc on est tous ensemble dans un bureau, ils appellent tous les cinémas. Et à minuit 15, t'as un mec qui dit s'il vous plaît, prend son verre de champ, tu vois. Donc c'est un petit peu comme quand t'es un politique de savoir est-ce que t'es passé quoi. Complètement. Complètement. Ding 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 ding. Alors aujourd'hui en France, nous avons fait. Et là, je crois qu'il dit un truc genre 135 000 entrées France pour ce premier jour. Et je me rappelle, je me mets à pleurer immédiatement. Je suis ni heureux, ni j'ai de la peine. C'était mon corps qui lâchait. Release quoi. Ouais. Libération. Je te jure, j'ai pleuré. Je me revois en train de pleurer et de me dire, je n'ai aucune idée de pourquoi je pleure. Ouais, Je suis pas hyper heureux. Non, mais Parce que pour moi, rien n'est fait encore. Je sais pas à ce moment-là qu'on va aller à 2 millions d'entrées. Je suis content, mais c'est un pleurage de verre d'eau, pour revenir au verre d'eau du début. Je suis ni atrocement triste, ni hyper heureux. C'est le corps qui lâche. Ouais, c'est ça. Je lâche, tu vois. Il y a un truc de... Je suis en tension depuis des semaines, depuis des mois. J'ai C'est porté ça. ce truc à bras-le-corps. Je me suis battu contre vents et marées, contre l'intégralité de ce métier qui a pas voulu payer ce putain de film. Ils m'ont tout tège à la gueule. Alors que ça fait 10 piges que je fais des entrées au cinéma, tu vois. J'ai été à Dubaï, j'ai été planté, j'ai eu le Covid, j'ai ce truc. Je me suis dit que je vais pas finir ce tournage. D'un coup, t'as tout ce truc-là qui remonte. Et là, le truc, ça y est, quoi. Ça sort et, C'est dingue. et ça te libère. C'est dingue. Et c'est ce que j'aime, je crois, profondément dans ce métier, en fait. C'est qu'un film peut changer ta vie. Ouais. Faut savoir qu'à l'époque où sort Intouchable, Éric Toledano et Olivier Nakache sortent d'un film qui s'appelle Tellement proche, qui est un échec, et ils comprennent pas. Ils font Nos jours heureux, qui est un énorme succès. Ils font Tellement proche, qui est un échec au box-office. Et ils se disent, bon, on a cette idée avec cet handicapé, ce mec de cité, on va faire ça. Le film va faire 450 millions de dollars au box-office mondial. Ouais, c'est un film de. Ça va changer leur vie en réalité. Mm. Et après, que ce soit pour Intouchable, évidemment dans d'autres proportions, ou Maison de retraite, dans des proportions beaucoup plus faibles, bah il y a un lendemain. Et on repart au boulot, et c'est reparti. On réinitie des projets, on retente des choses. J'ai sorti le film de Christophe Baratti il y a 3 mois. Le film, il a fait 200 000 au box-office. Je suis pas producteur, mais je l'ai vécu comme si j'étais producteur. Ça m'a fait chier. Putain, pourquoi vous rejetez ce film? Je suis trop content, tu vois. Eh ben non, ça a pas marché, c'est comme ça. Je sors Maison de retraite 2, je remets toute ma life en jeu. Alors oui, on joue plus le destin de la boîte, c'est vrai. C'est vrai. Même si le film se plante, je sais qu'on a Ça encore passe. 2 films, ouais, ou 3 films de survie, entre guillemets. Mais quand même, chaque sortie de film,
tu relances les dés, tu rejoues ta life, tu vois. Et je crois que c'est ce qui me plaît le plus en fait dans ce métier. C'est ce côté gamble. Parce que personne peut te dire à l'avance si un film va fonctionner ou pas. Personne. J'ai rencontré tous les plus grands spécialistes de ce métier, tous les plus grands analystes, ok, et ils te disent, j'en sais rien. On n'en sait rien. C'est le principe du truc, c'est qu'on n'en sait rien. Et c'est ce qui fait que le métier est hyper intéressant d'ailleurs. C'est clair. C'est parce que tu ne sauras jamais à l'avance. D'ailleurs, la preuve, c'est que sur Maison de retraite 1, l'intégralité du métier nous promettait de nous planter, d'aller droit dans le mur. Des gens appelaient Stan pour lui dire, mais t'as fumé la moquette, mec. En tout cas, ton histoire, je sais pas si t'as vu le docu là sur Stallone. Non, je l'ai pas vu. Franchement, je pense que tu vas kiffer. Ah ouais? Parce que tu vois que le mec, c'est vraiment un pirate, quoi. Il a été... Enfin, personne ne croit en lui. On lui dit qu'il a une paralysie sur une partie du visage. Donc, les gens lui disent qu'il ne pourra jamais être un acteur, qu'il a à la fois une tête de méchant, mais pas complètement, qu'il peut surtout pas jouer un rôle de gentil. Enfin, et tu vois comment, en mode pirate, il va écrire son script, être l'acteur, alors que les gens lui disent au bout d'un moment, ils sont prêts à acheter son script, mais alors surtout pas avec lui, quoi. Bien sûr, je connaissais cette histoire. Ouais, et donc c'est un truc de dingue, tout le chemin pour y arriver. Et même après, il réussit Rocky 1. Les films d'après, il foire, ça marche pas. Les gens disent, bah voilà, bah en fait, c'était juste un coup de chance. Du coup, il va fuel toute sa frustration dans Rocky 2. Et enfin, son histoire, C'est très vrai. elle est dingue. C'est sur quoi le doc? Netflix, je pense. Ok, ok. Je pense que c'est Netflix. Tiens, prends 3 cartes, c'est des questions derrière. T'en pioches Ok, 3 génial. et t'y réponds. Un moment où tu as été le plus ému. C'est une bonne question. Je dirais que c'est au musée Grévin. Ok. C'est très bizarre d'ailleurs. De te voir. Ouais, ça m'a fait un truc très étrange. J'avais toute ma famille. Il y avait ma grand-mère. Mes parents, c'est quand même eux qui m'emmenaient au musée Grévin quand j'étais petit. Donc c'est vraiment l'accomplissement là. Pour tes parents surtout. Pour ta famille, quoi, tu vois. Ils avaient les larmes aux yeux aussi? Ouais, ouais. Et puis, je crois que j'ai jamais pleuré réellement en public à chaudes larmes. C'est un des rares moments où ça a été le cas. Moi, quand je pleure comme dans les films américains. J'ai une larme qui coule tout doucement. Ouais. Et je serre les maxillaires, tu vois. Et c'est tout, tu vois. Là, j'étais vraiment submergé par l'émotion. Je pensais à mon grand-père. Mon grand-père est quand même le mec qui m'a le plus poussé à faire ce métier, qui est plus là aujourd'hui, qui adorait le musée Grévin, petit. Il nous emmenait, il dit on va faire des photos avec les stars. Ça va être génial. Et d'un coup, tu te vois dans ce truc-là, ouais, c'est La boucle. c'était un accomplissement, ouais. J'ai été Stylé. très, très ému ce jour-là. Stylé. Ouais. La décision la plus difficile que tu aies eu à prendre. Ouais, je dirais que c'est au moment du divorce de mes parents. Ça a été un choc pour moi et j'ai dû faire quelque chose de très dur. À l'époque, je travaillais avec mon père. C'était mon tour manager. Je faisais déjà ce métier. On faisait des spectacles un peu aux quatre coins de la France et je partais avec mon père. Et je lui ai dit, tu ne pourras plus travailler avec moi. Alors que c'est mon père, que je l'aime de dingue et ça m'a fait souffrir de le voir souffrir. C'est hyper dur. Ça, c'est le genre de moments qui ont fait de moi un adulte très jeune. On a eu derrière ça des années très compliquées avec mon père. Et puis petit à petit, on a renoué une autre relation. Plus belle, plus saine. Et aujourd'hui, j'adore discuter avec lui. Il est de très bons conseils. Et c'est un mec brillant, vraiment. Et j'ai un amour pour lui qui est infini. Mais ça a été une période très compliquée. Mais pareil, je pense que c'est des choses qui t'endurcissent. Vraiment. Qui font de toi... Un homme. J'aurais pas pu faire ce métier, gagner l'argent que j'ai gagné à 20 ans si j'avais pas vécu ça, je pense. Tu vois, c'est ce qui a fait que d'un coup, j'étais plus... Un petit garçon. Un môme, ouais, j'étais plus un môme. Et j'ai le sentiment de plus être un môme depuis très longtemps, tu vois. J'ai 32 piges, j'ai pas l'impression d'être sorti de l'adolescence récemment. Contrairement à l'image qu'on peut avoir de moi, tu vois. J'ai l'impression qu'à l'époque où je jouais les ados et je faisais des sketchs sur scène en mode et t'as remarqué, quand tu sors de ton cours de maths, derrière ça, je sortais, je parlais avec des fiscalistes. J'avais 20 piges, quoi, tu vois ce que je veux dire. J'avais une vie d'adulte, en fait, déjà. Quel est le compliment le plus mémorable que tu aies reçu? Ah, je crois que c'est mon père aussi, pour le coup. Ok, il faut savoir une chose, quand j'ai démarré ce métier, je faisais des petits sketchs dans des bars, à droite, à gauche. Et un jour, je filme un petit sketch que je fais dans un bar. Et je rentre chez moi, je suis hyper heureux, et je montre à mon père. Je dis, regarde ce que j'ai fait. À ce moment-là, pour moi, c'est le top de ce que je peux proposer. Il y a des gens qui rient dans un bar d'un mec qu'ils ne connaissent pas. Ce mec, c'est son fils. Enfin, j'attends beaucoup de fierté, quoi, tu vois. Ma mère, qui a toujours été en ultra protection de ses enfants, me dit, c'est top. Ça n'empêche pas que je pense que tu devrais aller à la fac, mais c'est top. Mon père voit le sketch, il me fait, ouais, sympa. Comment ça, sympa? Il me dit, ouais, c'est sympa, c'est bien. Bon, après, voilà, il y a encore beaucoup de boulot. Je suis effaré, quoi. Je dis, quoi, mais tu plaisantes? Là, je suis au top, J'ai là, je suis au 17 max. ans et Là. demi. Je fais des sketchs dans des bars. Les gens, ils se marrent. Mais je suis un putain de génie, oui ou non? Dis-le, tu vois?
Il me dit, écoute, j'ai l'impression que tu peux faire beaucoup mieux. Là, on est vraiment au balbutiement. C'est ce mot-là. On est au balbutiement de ta carrière, quoi. C'est même pas le début. J'ai 17 ans et demi. Je me bagarre la gueule comme un malade. Je vais aller faire On ne demande qu'à en rire, l'émission de Laurent Hugues à 18 ans et demi. Je vais aller faire Soda à 19 ans. Il se trouve que le jour de mes 20 ans, le 1er juillet, je joue mon propre spectacle à l'Olympia. Ce qui est délirant. Je sais même pas si... Il faudrait que je me renseigne, j'ai jamais regardé, mais je pense que je suis réellement le plus jeune humoriste à avoir fait l'Olympia sur son nom. Tu comprends? Je fais 3 soirs sold out à l'Olympia, j'ai 20 ans. J'invite mes parents. Mon père est là. Il voit le spectacle. Je sors du spectacle. C'était un show de 1h45. Je lui dis alors? Et il a genre les larmes aux yeux. Et il me dit c'est très très bien. C'est plus un balbutiement. T'es un artiste, mon fils. Un vrai. Stylé. Ça a été un très beau compliment. Parce que c'est pas un mec qui est dans les compliments. Tu l'auras compris. C'est un mec assez extrêmement sympathique, mais qui parle pas de ses sentiments. Je crois que mon rep, la dernière fois qu'il m'a dit je t'aime, c'était il y a 15 ans peut-être. Il dit pas je t'aime. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme ça. Parce qu'il vient aussi d'une famille qui a cette éducation. C'est froid, c'est un amour. Il y a de l'amour, beaucoup d'amour, mais c'est un amour froid. C'est très froid. Le père de mon père, mon grand-père Daddy Roger, pour qui j'avais un profond respect, je sais qu'il m'a aimé toute sa vie, mais toute sa vie m'a parlé comme un comptable. Ah, comment vas-tu, Kevin? Installe-toi. Tu comprends ce que je veux dire? Oh là là, avec Monique, qui est ma grand-mère, nous t'avons vu à la télé l'autre jour. Quel plaisir nous avons pris. Tu comprends ce que je veux dire? C'est froid, c'est de l'amour froid. Ouais, qui est l'opposé du côté de ma mère. Où c'est des Tunisiens huileux, où c'est genre... Ils en font trop presque. Ah non, mais on te dit je t'aime parce que t'as fini ton assiette. C'est bien, tu as mangé toutes les pâtes, je t'aime. Tu vois ce que je veux dire? Et à côté, tu vas chez mon rep, c'est froid. Ça veut pas dire qu'ils t'aiment pas, moi je les adore, hein, mais ça veut dire que c'est une autre manière c'est d'exprimer une leur autre amour. manière d'aimer. Yes. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que tout ça vient de là d'où tu viens. C'est-à-dire que eux, du côté de ma mère, c'est une famille qui ont grandi en Tunisie à jouer de la mandoline dans la rue. De l'autre côté, du côté de mon père, le grand-père de mon père a été un des rares pieds noirs à être emmené et tué au camp d'Auschwitz, par exemple. Tu comprends? Donc, je sais que mon arrière-grand-mère, donc la grand-mère de mon père, n'arrêtez pas de dire, si on vous demande, vous n'êtes pas juif. Personne n'est juif ici. C'est très grave. Si vous dites à n'importe qui que vous êtes juif, vous allez mourir. Mon père, il entendait ça, il avait 5 ans. Ouais. C'est ta grand-mère. Sa grand-mère, elle lui disait ça. Ça te marque. Bien sûr que t'es froid toute ta life derrière. Bien sûr qu'il n'y a pas cet amour familial. Tu vois ce que je veux dire? Mon père et ses frères ont recherché la femme qui a balancé mon grand-père aux Allemands pendant la guerre et qui a fait qu'il a été tué. Pendant 30 ans de leur vie, ils étaient en mode, il faut nous dire qui est cette femme. Ils disaient à la grand-mère, parce que la grand-mère le savait. Leur grand-mère, mon arrière-grand-mère. Et elle disait, mais ça sert à rien, vous allez faire quoi? Tuer quelqu'un? Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va nous ramener mon mari? Donc 2 histoires familiales très opposées, et donc 2 manières d'aimer très opposées. Et moi, je suis le fruit de tout ça. Tu vois? C'est ça qui est intéressant aussi. C'est clair. C'est que moi, je suis le fruit de tous ces gens-là. Mais de toute façon, c'est sûr que sans ta famille paternelle et sans ton père, je pense que tu ne serais pas allé chercher autant à te challenger, à te dépasser. C'est sûr. C'est sûr. Si le soir même, il t'avait dit « Oh mon fils, c'est incroyable comme ta mère », tu aurais dit « Ah, c'est bon, j'ai gagné, j'ai réussi, c'est fini. » Alors que là, il y a eu 3 ans de bagarre où j'ai fait l'impossible, faut dire la vérité. Et je le dis en toute humilité. Avec du recul, je me dis comment je suis passé de à 17 ans, je joue dans des bars, à cocktail, ripou, des petits sketchs, et à 20 ans, je joue mon propre spectacle à l'Olympia, sold out 3 soirs. Enfin, tu comprends bien, c'est 3 ans de ta life où t'es encore en train de te construire, où il se passe plein de choses, c'est très bizarre. Et oui, t'as raison, j'en aurais été incapable, je pense, réellement. Stylé en tout cas. Merci Kev. C'est fini? C'est fini. Écoute, j'ai pris du plaisir en tout cas. Je vais te dire, c'est très agréable ton podcast parce que j'ai un peu l'impression d'avoir fait une séance de psy. C'est agréable, c'est intéressant. Parfait. Stylé. Ah là, c'était paradoxal. Excellent, on est sur Paradoxe.